Hop hop hop, juste avant de commencer cet épisode avec François Bégodeau, je vous rappelle que pour que nous puissions produire davantage d'épisodes de Mind Explorer, nous avons besoin de votre soutien. Alors pour cela, c'est très simple, faites un don à notre association via le lien en description. Allez, je vous laisse, très bon épisode à vous. Bonjour, François Bégodeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes sur Mind Explorer, une série d'interviews de chercheurs, penseurs en sciences humaines, dont le but, ce qu'on voulait faire à la base avec ça, c'était ouvrir un espace de réflexion un peu plus abouti que les contenus de vulgarisation qui circulent sur Internet. Alors, interview un peu particulière, on sera deux aujourd'hui pour affronter votre œuvre assez abondante, parce qu'en effet, que ce soit en musique, en cinéma, en littérature, vous avez beaucoup produit. On arrive aujourd'hui à une quarantaine d'ouvrages, que ce soit de type un peu plus fiction ou essai. Et le dernier en date, il s'appelle Comme une mule, sorti le 2 octobre aux éditions Stock. Vous revenez sur le litige avec Ludivine Bantini, qui vous concernait en 2021. Vous auriez fait une blague sur les réseaux la concernant, et manifestement, ça ne lui a pas plu. Alors ça, c'est le point de départ du livre. Ensuite, ce sera un point d'appui pour une réflexion sur la politique, le féminisme, la morale et l'esthétique. Dans le cadre de votre promotion, vous avez pas mal abordé tous ces sujets-là, mais l'esthétique peut-être, en tout cas l'esthétique en tant que telle, peut-être un peu moins. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de faire une interview dédiée à ça. Je vous propose que notre échange se structure en 3 parties. Dans un premier temps, on parlerait du livre en lui-même, en tant que justement objet artistique, artisanal, comment vous l'avez construit pour en faire une œuvre. Dans un second temps, on parlerait de l'esthétique en général, un peu plus dans sa généralité. C'est quoi l'esthétique, l'émotion esthétique, etc. Et puis dans une troisième partie, l'esthétique dans son rapport à d'autres champs, comme la politique, la société, etc. Est-ce que ça vous convient ? C'est parfait. Bonjour François Bégodeau. Alors, derrière un essai assez loquace, vous y abordez beaucoup de questions, vous êtes prodigue en thématique, se cache bel et bien une œuvre littéraire, à minima une forme. Donc vous le dites très justement dans votre livre, une œuvre d'art a davantage à faire qu'à dire. Donc ce que je souhaiterais que nous fassions dans cette première partie, c'est que vous nous parliez un petit peu de cette forme, celle de votre essai, et que vous nous disiez ce qu'elle a à faire et comment elle le fait. Déjà, il faudrait quand même partir du principe qu'il s'agit d'un essai et en général, il est assez entendu, discutable mais entendu, qu'un essai ne fait pas partie de l'art. Et que peut-être moi-même, quand je me lance dans un essai, je n'ai pas forcément une prétention à l'art autant que je peux l'avoir quand je fais une pièce de théâtre ou un roman. Pour autant, depuis que je me suis mis à faire les essais, c'est-à-dire depuis assez récemment quand même dans mon travail, depuis je dirais une dizaine d'années de façon plus assidue, j'ai pris goût à l'écriture d'essais qui, à laquelle au départ j'étais un peu réfractaire parce que précisément, il me semblait que l'essai avait surtout à dire et pas beaucoup à faire. Et que je préférais très largement la forme romanesque ou la forme, disons, théâtrale ou voilà, des formes diverses et variées de cet ordre-là par lesquelles je suis entré en littérature. Enfin, en tout cas, j'ai commencé à écrire des romans, quoi. Puis c'est encore mon cœur de métier. Et pourquoi j'y ai pris goût ? Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait possibilité d'écrire des essais artistiques, c'est pour le dire dans les termes du jour. Mais alors, en quoi ils le sont ? Je pense que j'ai quand même une certaine façon de négocier avec le genre essai qui est un peu, non pas inédite, mais un tout petit peu singulière. Alors, il y a 2-3 points. Souvent, je m'attache à des situations réelles que je raconte. On pourrait dire qu'il y a une trame narrative dans Comme une mule. Comme il y avait une trame narrative dans Notre joie, où je racontais une soirée avec un jeune Soralien, pour le dire vite. Et il y avait comme ça une espèce de charpente, en fait, narrative à laquelle je revenais de loin en loin pendant les 300 pages. Et là, c'est un peu vrai aussi. C'est-à-dire que je commence par l'histoire, je la raconte, j'en donne un certain nombre d'analyses. Et puis, il y a des points, puis ça se termine par le procès, par exemple, avec quelques jalons narratifs. Bon, il reste première chose qui fait que je suis un peu en position récit et ce qui pourrait s'apparenter quand même un peu à un roman documentaire, un roman non fictionnel, mais un roman quand même. Par ailleurs, je crois que le point le plus important, c'est la façon dont j'investis subjectivement les essais. Parce qu'il est entendu parfois, enfin grossièrement, hein, que l'essai, c'est le lieu, en prolongement un peu de ce que pourrait être la forme universitaire, du retranchement de l'expression, en tout cas directe, de la subjectivité. Dans les travaux universitaires, il est admis, enfin il
il est de bon ton et je pense imposer d'ailleurs, ce qui m'avait un peu contrarié moi quand j'en ai fait, parce que je suis passé par la fac, on retranche le jeu, on soustrait, on ne s'exprime jamais personnellement. Il est hors de question qu'on convoque dans l'analyse même de la métaphore chez Proust ou, je sais pas, la figure du diable chez Bernanos. Il est exclu qu'on importe des considérations beaucoup plus personnelles. Moi-même, j'ai un rapport avec le diable. Moi-même, quand j'étais petit, je croyais au diable. Enfin non, ça serait des phrases totalement interdites dans la recherche universitaire, en tout cas dans la production universitaire, académique, et en fait, par extension, dans la production d'essais. Or, moi, alors ça, c'est quelque chose que je fais très spontanément, puisque, bon, ça c'est pour des raisons, je pense qu'on peut élucider, à savoir, j'aime bien que la pensée soit incarnée. Et peut-être la meilleure façon de l'incarner sans trop se tromper, c'est que le principe d'incarnation, ce soit soi-même. C'est-à-dire de partir de son propre corps, de ses propres affects, de ses propres sentiments. Bon, alors ça, cette stratégie-là d'écriture, qui, encore une fois, n'est pas qu'une stratégie, je pense que c'est vraiment une affaire de tempérament, de méthode, de rapport au monde, fait que mes essais se sont mis à beaucoup ressembler à des objets littéraires, de plus en plus. Et dans le cas de Comme une mule, je ne vais pas être trop long encore pour l'instant parce que voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pourrais dire que en quoi est-ce que Comme une mule, qui a quand même beaucoup de choses à dire, fait aussi quelque chose, c'est que en partie, je crois qu'il fait un peu ce qu'il dit. Alors, ce qu'il dit, par exemple, c'est que le mode d'appréhension esthétique du monde, sur lequel on reviendra, est un mode qui n'a pas grand-chose à voir avec les considérations dites sociales ou sociétales. Dans la société, on est sommé d'avoir une opinion sur les choses. Il faut trancher. Dans l'institution judiciaire, eh bien, il est convenu, enfin en tout cas, il est attendu que l'institution judiciaire produise un verdict. Nous allons donner une peine ou pas de peine, relaxée, pas relaxée. Il me semble que la disposition esthétique au monde, elle est justement, alors peut-être par-delà bien et mal, mais ça va peut-être un peu trop vite, mais en tout cas, son problème n'est pas de juger. Son problème n'est pas d'avoir des opinions. Et que donc, par rapport à cette histoire qui m'est arrivée, enfin, dans laquelle j'ai été trouvé impliqué, une histoire judiciaire, on va dire ça comme ça, une petite histoire assez dérisoire, mais qui est-ce qu'elle est ? Bien, je voulais organiser dans le livre même cette absorption de l'histoire ou son évaporation par des considérations esthétiques. Et c'est le mouvement du livre. Peu à peu, on perd de vue les conjectures ou les contingences de cette histoire un peu médiocre, quand même, il faut bien le dire, pour, je dirais pas prendre de la hauteur, parce que c'est pas ça l'idée, c'est plutôt faire un pas de côté que prendre de la hauteur. C'est angler les choses différemment, et peu à peu, les viles considérations sociétales ou sociales qui animaient cette histoire sont recouvertes par un rapport esthétique au monde, et peu à peu s'invitent dans le livre des analyses d'œuvres, de films, de livres, de morceaux de musique, de peinture aussi un peu. Je dirais que c'est en ce sens que le livre fait ce qu'il dit, jusqu'à ces dernières pages où il me semble que le traitement du procès est une sorte d'illustration factuelle et pratique de tout ce que j'ai essayé de démontrer sur comment la littérature peut angler les choses, comment la littérature peut aborder un point de la vie, enfin un segment de vie. Parce que à aucun moment dans ces pages, je ne me défends, je me justifie, j'essaie de raconter le procès à mon avantage ou à mon désavantage d'ailleurs. Je ne commande pas du tout le verdict possible ou l'attitude de tel ou tel. Je suis là, je regarde ce qui se passe et je note ce qui se passe. Et puis je me retire. Voilà. Donc c'est à ce titre-là que, oui, Comme une mule peut avoir la prétentieuse présomption de relever de la littérature. Tout à fait, je vous remercie. J'aimerais donc que maintenant on s'appuie sur des éléments peut-être plus concrets, donc directement tirés de votre texte. Et j'aimerais qu'on s'attaque pour commencer à votre titrage. Donc chacun de vos chapitres sont séparés par des citations ou des bribes de citations anarchiquement sélectionnées et placées. On retrouvera ces citations dans le corps du texte, tout aussi anarchiquement glissées. Donc je vais en lire quelques-unes pour resituer. Et je rentrais à travers champs dans l'herbe lourde de rosée. La fraîcheur des draps quand on écarte les jambes en ciseaux. La peau sur la nuque faisait 3 plis que précisait un peu de crasse. Mais encore, oh, tralalalalala, ouf, ouf. Et pour en citer une dernière, j'ai essayé avec la banane, mais j'ai peur qu'elle se casse et qu'un jour, ça reste. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la facture d'un tel titrage et de son effectif ? Donc, qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça fait ?
Alors, il faut que je précise tout de suite que vous faites une petite erreur qui est bien compréhensible puisque les gens avec qui j'ai travaillé à Stock ont commencé par penser exactement ce que vous pensez, à savoir que c'était des titres de chapitres. Et ce ne sont pas des titres de chapitres. Ça fait un gros débat en ce moment en France là-dessus. Est-ce que c'est des titres de chapitres ou pas comme une minute? Non, c'en est pas. C'est des phrases glissées dans l'interstice, dans les interstices du texte. Et c'est des citations en général littéraires ou alors tirées de chansons. Et ce que je voulais, c'est bien parce que ça prolongera un petit peu la question précédente ou ma réponse à la question précédente, à savoir que par ce procédé-là, je voulais faire éprouver à mon lecteur ce que je démontre, ce que je dis. Je voulais que ça devienne du faire et donc pas du dire, à savoir que les énoncés littéraires, il y en a qui signifient des choses, il y en a qui sont même porteurs de sens, il y en a qui sont même porteurs de messages, et il ne faut pas réfuter ça dans la littérature elle est faite de ça aussi, elle est très impure. Mais il y a des notations dans un roman ou dans un poème dont il est difficile de faire quelque chose, en tout cas en termes d'opinion. Si je prends celle avec la crasse sur les bourrelets du cou, c'est une phrase de Genet que j'ai trouvée, je pense, dans le journal du voleur, parce que je relisais le journal du voleur pendant que j'écrivais comme nul. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec une notation pareille? On ne peut pas être pour ou contre. Il y a un type dans un roman de Genet, peut-être inspiré d'ailleurs de la vie de Genet, parce que Genet s'est beaucoup inspiré de sa propre vie, et qui avait cette caractéristique-là. Ça doit être, je pense, un délinquant, comme souvent chez Genet, un malfrat, parce qu'il a beaucoup fréquenté ces milieux-là, et un peu crade, un peu ceci. Alors peut-être quelqu'un qui serait un politimane, comme je les appelle, ou un sociomane, dirait ah là là, Genet est en train de dénoncer la misère des classes populaires ou des malfrats, parce qu'ils peuvent même pas se laver. C'est évidemment pas l'intention de Genet. Genet n'a aucune intention en produisant cette phrase. Il veut simplement avoir une notation sur un élément de la vie qui est presque en autonomie. C'est-à-dire qu'il est sa propre preuve. Voilà. Et donc j'attendais un petit peu, malicieusement, je dirais, et néanmoins amicalement, que mon lecteur soit un petit peu devant ces énoncés, comme une poule devant un couteau, comme on dit. Ça va, mais qu'est-ce que ça vient faire quoi, ça? Oui, et la littérature et l'art en général, et c'est peut-être pour ça que certains sont très énervés contre elle ou contre lui, contre la littérature ou l'art, c'est qu'il n'y a pas de prise. C'est pas quoi faire avec, quoi. Alors, je donne pas mal d'exemples un peu plus tard dans le livre ou un peu plus tôt, de prises que se sont données les gens qui sont démunis par l'art devant l'œuvre d'art. Et les prises, on les connaît. C'est le sens, le message. C'est ces gens qui, dont je suis aussi d'ailleurs, parce qu'il m'arrive d'être souvent démuni devant l'art moi-même. Simplement, moi, j'aime bien être démuni. C'est peut-être ça la nuance. J'aime bien le désarroi dans lequel me mettent les œuvres d'art. Mais vous savez, quand on est devant un tableau, on ne sait pas trop quoi en faire. Par exemple, c'est un tableau un peu abstrait, admettons. C'est vraiment le truc qui a de moins de prix. Parce que le figuratif, à l'arrière, on peut toujours se dire « Ah ouais, non, je trouve que la robe, là, elle est bien foutue. » Ou « Ah, là, le visage du Christ est quand même particulièrement pénétrant, saisissant, de justesse. » Mais quand c'est un tableau abstrait, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Les triangles chez Kandinsky, quoi. Ou Miro, une espèce de figure comme ça, éparse, assez d'ailleurs anarchiquement disposée dans le tableau. Enfin, pas anarchiquement en fait, mais en tout cas selon un ordre qui est relativement opaque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le titre. On prend une prise, c'est les mots, quoi. Et le titre, en attendant que peut-être le titre soit éclairant, nous donne le sujet, nous donne peut-être l'intention de sens. Bon, parfois le titre est aussi énigmatique que le tableau. Donc là, les personnes sont très énervées. C'est que vraiment là, c'est n'importe quoi. Vous voyez, les gens très énervés contre l'art. Et j'essaie de décrire cet énervement. Et parfois, ils retournent leur énervement contre l'art lui-même. Et ce qui pose un certain nombre de problèmes. Donc, ouais, ces phrases n'avaient pas d'autres. Alors, il y en avait quand même quelques-unes dont le contenu même n'est pas anodin. Il y en a, je dirais un bon tiers qui ont un caractère un peu sulfureux, ou disons, pas sulfureux, c'est pas le mot, mais on va dire sexuel. Bon, en tout cas, on rentre un peu dans les affaires du corps. Alors, c'est pas sans rapport avec l'ensemble du livre et ce que j'essaie de déplier par rapport à ces questions-là. Et donc, oui, par exemple, la dernière, je crois que vous avez cité, c'est un extrait de Joyce. C'est le fameux monologue de Molly qui conclut Ulysse de Joyce, qui est un monologue extraordinaire. Et je dis au passage que ceux qui auraient peur de se lancer dans Ulysse de Joyce, de ce monument très long et un peu opaque, ils peuvent, je les autorise, à ne lire que les 100 dernières pages qui sont le monologue de Molly Bloom. Et c'est un monologue extraordinaire, et sur lequel d'ailleurs je finis le livre à peu près, enfin en tout cas, juste avant le procès, je cite. Et c'est un monologue très sexuel. Molly, qui à ce moment-là est la narratrice, à qui Joyce a laissé la parole, elle parle beaucoup de cul. Disons les choses, parce que faut appeler un chat, parce que c'est vraiment du cul, c'est très concret, quoi. Et il y a des considérations comme celle-là, par exemple, la banane, tiens, bon.
ou des considérations sur la taille du pénis de tel ou tel client, d'une amie prostituée. Bon, voilà, c'est des choses très crues. La littérature contient ça. Et c'est un livre de... Alors, début 20e, mais je ne sais plus exactement la date de Ulysse, peut-être 1915, à vérifier. Bon, voilà, que les gens qui voudraient s'emparer de l'art d'un point de vue féministe ou d'un point de vue moral sachent que l'art a produit ça. Et à un moment où il y avait une grande domination patriarcale, où l'art était pratiquement l'apanage des hommes. Donc, il est tout à fait judicieux qu'on s'interroge beaucoup sur ce que peut être le point de vue, la domination du point de vue masculin dans l'art. C'est très juste comme domination, et c'est une question qui m'intéresse depuis très longtemps. Il faut le faire en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand même, l'art n'est pas si con, et qu'il y a eu des précédents, qu'il a été possible qu'un bon bourgeois rentier, sans doute un peu misogyne, comme Flaubert, se mette à la place d'une femme pendant 400 pages. Et ça a donné Madame Bovary, dont il n'a échappé à personne que c'est particulièrement juste sur la psychologie féminine. Je le dis trop vite. Eh bien, Joyce, irlandais du début du XXe, avec sans doute des clichés ou des préjugés qui étaient ceux de son époque, a su faire ça par la littérature, se mettre à la place d'une femme pendant 100 pages et se mettre même à la place de la libido de cette femme. Alors après, peut-être que des femmes lisant ce monologue trouveraient ça à côté de la plaque. J'ai quelques connaissances qui sont des lectrices et qui adorent ce monologue. Bon, donc voilà, c'est intéressant quand même de savoir de quoi on parle quand on parle d'art, quand même, quoi, sans vouloir être, faire du mépris culturel. Les gens, ils lisent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent, quoi. C'est pas un problème. Moi-même, j'ai des lacunes énormes. Mais ce serait bien, si vraiment on veut juger l'art comme il est beaucoup question de le faire, quand même, depuis quelques années, le passer au filtre d'un certain nombre de questions morales, culturelles, identitaires, politiques, bon, ça serait bien qu'on s'y intéresse vraiment. Et ce que je constate chez pas mal de gens qui voudraient juger l'art selon ce système de paramètres-là, fondamentalement, s'y intéressent pas. Moi, je leur en veux pas de méconnaître l'art. Je leur en veux de vouloir absolument en dire quelque chose alors qu'ils le méconnaissent. Faut pas se tromper d'attaque. D'accord, je vous remercie pour ces éléments. Maintenant, j'aimerais qu'on recentre encore un petit peu notre analyse sur un passage plus précis que vous avez déjà évoqué, c'est-à-dire la fin de votre livre, les quelques dernières pages. Parce que très justement, comme vous l'avez d'ailleurs dit, ce passage est purement narratif, alors que jusqu'à présent, on oscillait entre essai et narration. Et par ailleurs, il y a surtout un passage de la première personne à la troisième personne. Donc on passe de Bégodeau, écrivain, à François le prévenu. Et je vous citerai, citant Rimbaud, « Je n'y suis pour rien, je n'y ai pour rien ». Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez voulu fabriquer là, peut-être à la lumière de cette citation ? Ce que j'essaie un peu de faire dans le livre en général, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui sont maintenant devenues presque les classiques médiatiques, notamment dans le moment MeToo, mais pas seulement, un peu avant, un peu après. Beaucoup de questions dans lesquelles beaucoup de gens s'embourbent, qui sont indéfiniment reposées et par rapport auxquelles indéfiniment les gens s'engluent et n'arrivent jamais à des réponses. Voilà. Peut-on rire de tout ? La séparation entre l'homme et l'œuvre, souvent d'ailleurs très très mal posée. Comme je le dis, il y a une espèce de confusion entre l'homme et l'artiste, l'homme et l'œuvre. On ne sait pas trop. Les termes même du débat sont mal posés, donc forcément, ça ne mène à rien. Et à chaque fois, je me suis amusé, enfin plus qu'amusé, à reprendre ces problématiques-là et à trouver une diagonale, trouver une espèce de porte de sortie. Et donc, par exemple, sur l'art, sur la question de la séparation entre l'homme et l'œuvre, ou l'artiste et l'œuvre, ou l'artiste et l'homme, je dis, de toute façon, l'art lui-même établit une séparation. C'est-à-dire que quand on lit Proust, on n'a pas affaire à Proust. Voilà. On a un peu affaire à Proust, puisqu'on sait bien qu'il y a des éléments de la recherche du temps perdu qui sont absolument inspirés de la vie de Proust. Il s'en est pas caché. C'est globalement une autobiographie, on va dire, la recherche du temps perdu. Le mot est un peu inadéquat, mais enfin, c'est à peu près ça. Oui, sauf que le Marcel narrateur, c'est pas Marcel Proust. Et preuve en est qu'il s'appelle pas Proust, il s'appelle Marcel. Et cette petite nuance, ça change tout. Dans cet écart, il y a une espèce de hiatus, comme ça, en tout cas d'écart, oui, entre celui qui a écrit, la personne de chair qui a écrit ça, il s'appelle Marcel Proust, et le narrateur ou le personnage qu'il a fait de lui dans sa somme. Bon, donc cette séparation, elle est toujours là. Donc vous pourrez vous demander des heures et des heures s'il faut condamner l'œuvre dans la mesure où l'homme a été condamné ou dans la mesure où l'homme est condamnable.
ben, l'art a déjà tranché. L'art sépare. Et donc, ce qui est valable pour l'œuvre ne peut pas valoir pour l'homme. Ouais, quoi. Puis après que chacun fasse sa petite cuisine morale à lui. S'il y a des gens qui refusent maintenant de voir des films de Depardieu, ça leur appartient. Chacun fait ce qu'il veut avec chacun fait son petit système moral. C'est comme quelqu'un qui dirait, je sais pas, il sait que son voisin est d'extrême droite. Il y aura des gens dans la résidence ou dans l'immeuble qui vont décider du coup de plus jamais lui dire bonjour. Je prends l'exemple d'extrême droite parce que c'est un peu tarte à la crème et simple. Hein, je m'excuse pour le cliché. Il y a des gens dans l'immeuble qui vont dire moi je lui dis pas bonjour. Hein, depuis que je sais qu'ils votent Marine ou Zemmour, bon. Et puis il y en a d'autres qui diront ah oui bon moi non plus je suis pas très fan de ces idées. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment du coup la peine de s'ignorer quand on est dans l'ascenseur? Voilà, c'est la petite cuisine morale de chacun, une petite cuisine éthique. Moi je fais ça aussi. Mais de là à vouloir socialiser la décision et la politiser au sens à l'étendre à tout le monde, bah non. Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre le Depardieu violeur potentiel. Il y a une présomption d'innocence, donc attendons quand même que tout ça soit jugé. Mais enfin bon, globalement, il y a un certain nombre de présomptions. Puis on sait bien que quoi qu'il arrive, le monsieur a des comportements qui sont pas forcément justiciables, en tout cas assez condamnables au nom d'une espèce d'éthique élémentaire. Bon, est-ce que ça n'a pas grand-chose à voir, ce monsieur-là, les GG, appelons le GG. Et puis Gérard Depardieu qui fait la chèvre, ou qui fait Loulou de Piala, ou qui fait le Sous-soleil de Satan, ou qui fait Dernier métro, ou Cerno de Bergerac. Donc, c'est ce que j'appelle confondre, enfin peser les carottes avec des patates, ou voilà, les torchons, les serviettes, tout ça, et autres expressions bidons. Donc voilà. Alors pourquoi je m'étais embarqué là-dedans? Oui, parce que eh bien, on retrouve, oui, bah, évidemment, moi, je passais par Rimbaud, parce que ça, c'est vraiment un cliché d'Anabac. Hein. Je est un autre. Ben oui, mais c'est pas parce que c'est devenu un cliché d'Anabac que c'est pas lumineux. Quand j'écris, je est un autre. Enfin, en tout cas, le je qui dit je dans un dispositif littéraire, un poème, un roman, n'est pas exactement le je qui est écrit. Voilà. Et que, surtout, ce qui est important, c'est que, et ça, quiconque a déjà écrit des romans le sait, et peut-être des poésies, ou que sais-je, c'est que quand on écrit, on est assez peu agissant, on est surtout agi. Alors, il ne s'agit pas du tout de reconduire le vieux mythe de l'inspiration divine. C'est pas Dieu qui parle en moi quand j'écris. En tout cas, j'aurais pas l'outrecuidance de le certifier. Mais ce que je sais, c'est que je suis traversé par des trucs, quoi. Et je suis traversé par des trucs très ordinaires, des choses que j'ai vécues, des sensations, plein de choses qui viennent parler en moi, qui viennent parler à ma place. Et l'auteur n'est que le nom de cette espèce d'espace de transition qu'il y a entre toutes ces choses qui s'agitent là et la page. Donc, c'est vrai que je voulais de nouveau, c'est vrai que c'est un autre exemple j'essaie de faire ce que je dis. Ça m'amusait, enfin en tout cas je trouvais ça cohérent qu'à la fin du procès et de ce récit, le jeu disparaisse lui-même, quoi, et il se volatilise dans l'ensemble des propositions réelles, quoi. Parce que on dit que Jean est un autre quand il écrit un poème, mais je est aussi un autre quand il prend le métro. Ne sais pas moi qui prend, enfin comment dire, le jeu est compliqué. C'est une notion que la modernité a beaucoup mise en crise. Rimbaud le premier, peut-être même un des gestes fondamentaux de la modernité esthétique et philosophique, c'est quand même d'avoir remis en cause la subjectivité cartésienne. On va l'appeler comme ça. Et l'art a été le lieu de ça. Mais je pense que, qui pense quand je pense? Moi, ça pense. Et qui prend le métro quand je prends le métro? Ça prend le métro. Donc, il me paraissait un peu juste de conclure là-dessus. Et ça tombait bien sur le récit du procès, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes vous-même appelé à la barre en tant que prévenu? Moi, je suis assez content d'avoir vécu ça, quoi. C'est intéressant comme expérience, surtout à peu de frais. J'aurais peut-être été un peu moins content si j'avais été accusé de pédopornographie et passible d'une peine très très lourde. Là, comme c'était relativement anodin, ça allait, donc j'ai pu être joyeux. Et j'ai pu, comme souvent dans ma vie, constater que quand vous êtes dans une situation, vous n'y êtes pas. La situation, elle vous assaille de stimulation sensorielle. Bon, voilà, il y a la juge qui parle, il y a l'accusé, enfin, il y a la plaignante qui parle, une autre plaignante, puis après, il y a des gens qui vous regardent, après, il y a un journaliste qui vient vous voir à la fin, qui vous parle de complètement autre chose. Vous êtes assailli. Plus que jamais, donc ça m'est venu presque spontanément, j'allais dire, hein, que le jeu disparaisse.
Je vous remercie. Alors, nous allons arriver sur la dernière question de cette première partie. Évidemment, il y aura une infinité de choses à dire. Chaque paragraphe, chaque phrase, chaque mot, chaque virgule pourrait être commenté. Oui, on n'exagère en rien. Je sais pas, j'en suis pas encore là. En tout cas, cette question, à défaut de le faire, va peut-être jouer un rôle de synthèse car son objet sera la forme et la littérature. Vous parlez beaucoup de la forme dans l'art, vous la mettez au centre, et vous parlez notamment de la forme en peinture. Donc je vais vous citer cette tache rouge dans un ensemble dit abstrait et qui est l'absolu du concret, la peinture pleinement rendue à la matière qu'elle est. Donc là, vous en parlez très justement de cette forme en peinture. Donc cette peinture qui se ferait quelque part musique, une expérience purement sensorielle, débarrassée de sens, débarrassée de sujet. Il se trouve qu'en littérature, vous la mettez aussi au centre, cette forme, mais c'est peut-être moins schématique étant donné que le matériau dont on use en littérature, c'est du concept, ce sont des mots donc indéniablement chargés de sens. Donc je souhaiterais que vous nous parliez un petit peu de la forme en littérature, de comment elle s'arrange avec le sens, et puis que vous continuiez à nous expliquer en quoi Comme une mule, vous l'avez déjà fait, est une expérience sensorielle. Un peu ambitieux. C'est bien, c'est une très belle question, très riche, tout ça. Et alors, je pourrais m'amuser à inverser un peu les choses quand même, parce que, oui, la littérature, elle est faite de mots, mais ces mots ne sont pas forcément chargés de sens. Par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que le mot coquelicot est chargé de sens? On peut tout de suite l'investir de symboles. Le rouge, le coquelicot, d'ailleurs, il y a une symbolique du coquelicot, je pense qu'existante, sans doute, dans telle ou telle culture du monde. Bon. Un coquelicot peut être un coquelicot. C'est-à-dire, alors peut-être pas une tache rouge sur la toile, mais un peu parce que quand on dit le mot coquelicot nous apparaît un peu quand on le lit. Et donc il y a un peu comme ça, il y a un truc qui s'appelle le coquelicot qui va s'inviter sur la page et dont, ma foi, je ne sais pas quoi faire. On revient à l'exemple de la crasse dans la nuque de Genet. Ou alors une autre des petites phrases que je distille comme ça dans les interstices, c'est une notation chez Handke. C'est une petite notation à nouveau d'une héroïne dans un de ses livres que j'aime bien. Qui est, elle leva le bras et on aperçut, et elle dévoila un trou dans son pull, comme il peut y avoir un trou dans son pull là. Alors très très vite, les obsédés du symbole peuvent en faire quelque chose. Hein. Ils peuvent dire ce trou c'est la faille psychologique de cette femme, ou alors c'est la béance existentielle de notre condition humaine. Oui, on peut dire toute chose, mais on a le droit aussi, et je pense que la littérature le permet justement, de soustraire le sens. Je pense que même la littérature, par rapport à tous les autres régimes de discours qui nous assaillent en permanence et qui sont gorgés de sens. C'est-à-dire que moi, j'allume ma télé, c'est que des phrases qui font sens, c'est que des phrases qui ont des messages, qui ont des opinions, des choses à dire surtout. C'est énorme, on est assailli. Et la littérature pourrait être cet espace où un trou ne soit qu'un trou. Voilà. Oui, mais le mot renvoie à quelque chose, une représentation de quelque chose de sensoriel. Mais ça reste une représentation, c'est pas la pure matérialité du mot, ce serait sa sonorité, par exemple. C'est vrai. Est-ce qu'on peut jouer avec ça dans le cadre d'un... Pour moi, le vrai débat, pour moi, il est évident que je l'ai dit, le mot coquelicot n'est pas le coquelicot, donc c'est une représentation. C'est déjà une espèce d'élément de médiation entre le vrai coquelicot et moi-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que, comme on dit, la rose est sans pourquoi, le coquelicot est sans pourquoi. C'est-à-dire que fondamentalement, on peut le voir comme c'est soit c'est un pur mot ou un pur son, soit une pure chose. Mais ça dépend du tempérament des uns et des autres. Certains, ils verront un pur mot, d'autres un pur son, parce qu'ils ont un rapport très, très comme ça, sonore à la littérature. Moi, je l'ai un peu d'ailleurs. Je ne considère plus assez musical de la littérature. Mais il ne reste pas moins vrai que, des fois, je vois le coquelicot, je vois ce qu'on appelle le référent. Mais, encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est que le référent ne soit pas immédiatement investi de sens. Inversement, dans la peinture, on pourrait inverser les choses, comme quoi toutes les généralités sur l'art sont tout de suite mises en crise, dès qu'on y réfléchit un peu, parce qu'il y a une peinture, éminemment, un message. Il y a une peinture éminemment symbolique. Il y a une peinture... Enfin, pendant très longtemps, d'ailleurs, la peinture a été... Je dirais depuis la Renaissance, on va dire, depuis son moment Renaissance, qui est un peu l'avènement de la peinture moderne, enfin, dans une certaine exception de la modernité, les grands peintres italiens n'ont eu de cesse que de produire des symboles un peu, alors, avec plus ou moins de chair, d'ailleurs, et ça a été ça l'enjeu, c'est qu'ils avaient une espèce de commande symbolique, souvent des sujets religieux, sur lesquels il y avait des messages à envoyer, ou en tout cas une sorte de bonne parole à iconographier.
Mais je pense que tout l'art de ces peintres, ça a été justement de glisser dans les interstices de la commande des petits détails ou un amour de la peinture en tant que telle, ou un amour du détail en tant que détail. C'est-à-dire que, oui, je vais faire un Christ particulièrement en pleine béatitude. Je vais choisir une crucifixion qui mette en avant une sorte de béatitude du Christ et non pas la douleur du Christ. Ce qui peut être le cas dans d'autres peintres, chez d'autres peintres. Parce que les crucifixions, il y en a quand même un certain nombre avec des modalités à chaque fois différentes. Et on pourra dire que on envoie peut-être un message théologique pratiquement différent. C'est-à-dire que si je peins un crucifié béat, je mets beaucoup en avant le fait qu'il est décidément le Fils de Dieu et qu'il est définitivement d'essence divine puisqu'il ne souffre pas sur la croix. Si je mets plus en avant cette douleur, peut-être que je suis en train d'avoir une conception plus matérialiste de l'aventure du Christ, plus matérielle. Finalement, ça n'était qu'un homme, et c'est peut-être ça qui est beau d'ailleurs. Voilà. C'est des messages. Mais je pense que dans l'exécution même, un Durer ou tel autre peintre du Christ, ce qui leur importe beaucoup, c'est quand même c'est le rendu du mollet. Le rendu du bras, le rendu de la chevelure du Christ éventuellement, ou voilà. Et donc, il y a une vie secrète de la peinture, enfin, il y a une vie matérielle de la peinture qui échappe à son orientation symbolique, son orientation de sens, etc. Et je crois que quand même, quand on entend parler des peintres, moi j'aime beaucoup écouter les peintres parler, parce qu'ils sont souvent très concrets, c'est quand même ça qui leur apporte avant tout. Ils parlent très très peu de messages, ils parlent très peu de symboles. Ils vont dire, moi, voilà, ce qui m'intéressait, c'était le reflet sur telle feuille d'arbre du soleil en fin de journée, enfin, que sais-je. Pourquoi est-ce que c'est le livre dont j'ai parlé récemment qui porte sur Monet de Grégoire Bouillet. Je recommande ce livre, Le syndrome de l'orangerie. On a fait déjà occasionné dessus. Et il s'interroge sur le mystère des nymphéas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que Monet qui a passé 20 ans à peindre, repeindre, re-repeindre les nymphéas? C'est une espèce de truc de nénuphar, là, qui est par ailleurs assez beau. Alors, Monet, Bouillet a une thèse là-dessus, c'est une thèse psychologique. Il pense que, à travers les nymphéas, c'était finalement la première femme de Monet morte dont il rejouait en permanence, à laquelle il donnait une sorte de tombeau éternel. Ok, c'est une thèse de Bouillet, mais on pourrait très très bien dire aussi que Monet avait trouvé dans les nymphéas une texture qui lui permettait d'exercer son brio et sa virtuosité, notamment sur les reflets ou sur les jeux de l'eau, sur la végétation. Et je pense que c'est quand même fondamentalement ça. Donc, dans la littérature comme dans la peinture, on trouvera des dominantes. Il y a des peintres et des peintures qui vont accentuer le sens, qui vont plutôt mettre en avant le sens, et d'autres qui vont au contraire accentuer la matérialité. Et c'est pour ça que la peinture abstraite est très mal nommée. Parce que la peinture abstraite, pour moi, elle est parfaitement concrète. Elle est le concret de la peinture réalisée. Et vous trouverez des livres extrêmement bavards, extrêmement loquaces, et chargés de sens, boursouflés de discours. Je cite un exemple à un moment dans mon Commune Muse, c'est Chien blanc de Gary. C'est un livre qui passe son temps à pérorer surtout. Gary nous explique la vie, quoi. Il nous explique le monde, par ailleurs, il nous explique à quel point les mouvements antiracistes des années 60 sont dégueulasses, toxiques et délirants. Bon, il se trouve qu'en plus, ces péroraisons sont particulièrement droitières. Mais c'est pas ça qui me gêne. Moi, c'est la péroraison qui me gêne. Et inversement, vous trouverez Beckett. Beckett, il a rien à dire sur rien. Hein. Beckett, il prend des situations sur un corps qui est pris dans un truc un peu, une petite situation, un petit périmètre, et il détaille ce qui passe par la tête de ce corps, si je puis m'exprimer ainsi. Donc en fait, de la même façon que vous avez un cinéma sursignifiant, puis un cinéma qui au contraire s'en remet totalement à l'opacité des situations. Moi, ma préférence va évidemment toujours à ceux qui essaient toujours de soustraire le sens. Justement, vous écrivez « L'esthétique, c'est le mode de saisie sensible du monde ». Mine de rien, on est rentré de plain-pied dans la deuxième partie. C'est quoi l'esthétique au-delà de votre ouvrage? Je vous cite, « Le philosophe est parfois tenté de statuer sur la question esthétique, de poser des repères, des règles tel un papa de l'art. Il n'y arrivera pas. Il n'arrivera qu'à des concepts universels, mais inopérants le jour du rendez-vous avec un livre, avec un tableau. » Donc vous exprimez clairement que votre rôle, c'est pas de théoriser strictement sur l'art, mais vous en avez fait l'expérience, tout du moins. Et donc, compte tenu de cette expérience, s'il fallait en donner une définition, ce serait quoi? Précisément, c'est impossible. Parce que ce que je pointe là-dedans, ce que je réprouve, le mot est un peu fort, c'est pas tant l'envie de penser l'art, c'est la pulsion assez philosophique. Et je veux dire, c'est même le boulot de la philosophie, c'est sa tâche de produire des concepts
par définition générique sur l'art. Et moi, il m'est arrivé de risquer un œil dans ce genre de propositions conceptuelles. Un peu de Kant, un peu de tout ça, quoi. Des philosophes qui ont vraiment font leur travail de philosophe en disant, bon, est-ce qu'il y a un concept universel de l'art possible? Et ça peut être intéressant, parce que ces gens sont brillants. C'est intéressant, mais moi, ça ne m'aide jamais à rendre compte de ce que je ressens devant une œuvre d'art. Voilà. C'est-à-dire que je pourrais relire La faculté de juger 15 fois, ça ne me sera d'aucun secours pour comprendre pourquoi le dernier Guiraudy est très fort. Pour comprendre pourquoi je suis tellement ému quand je lis, je sais pas, Bernados. Pourquoi je suis tellement ému devant Manet. Pourquoi le punk rock m'a totalement saisi quand j'avais 15 ans et que je m'en suis jamais remis, encore maintenant, quoi. Pourquoi il m'offre une espèce de joie reconduite. Alors, donc du coup, moi, ça fait longtemps que je pense l'art, j'aime beaucoup penser l'art, mais en tant qu'anti-philosophe, j'en suis venu à me dire que l'art ne pouvait se penser que dans la situation ponctuelle d'une œuvre. C'est bien pour ça et l'espace de ça, pour moi, c'est la critique. La critique, c'est pas la philosophie de l'art, la critique. Elle prend un film, un livre, elle en produit la critique, ce qu'on appelle la critique, qui porte pas très bien son nom d'ailleurs, et ce qui consiste à penser l'œuvre, et notamment à la penser à partir des émotions que m'a procuré cette œuvre. Ça, c'est très important. Je veux dire, moi, quand je me suis ennuyé devant une œuvre, j'essaie de comprendre pourquoi. Mais il n'y a que l'œuvre qui va réussir à me le dire. Alors après, ça va me permettre parfois de monter un peu en généralité. Et c'est ça qui, peu à peu, on va vers la pensée, quoi. Mais moi, je n'arrive pas à le faire en dehors d'une situation réelle esthétique. Et la situation esthétique, c'est quoi ? C'est moi devant une œuvre. Voilà, c'est peut-être que ça. Dès que je me mets à généraliser en dehors de ça, d'abord, je me sens un peu pontifiant, je sens que je suis en train de perdre de vue mon objet, et donc je suis beaucoup plus à l'aise quand j'ai un film devant moi. Je prends 2 films parce que c'est essentiellement de films dont je fais la critique maintenant, à travers notamment un podcast. Là, vraiment, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise parce que c'est de la pensée qui est constamment requise par une proposition esthétique ponctuelle et située qui s'appelle une œuvre. En tout cas, je prends acte du fait que vous regroupez le cinéma, la littérature, la musique sous un même étendard. Oui. On appelle l'art. J'allais le dire. Ça pourrait être le critère, ça pourrait être je vis une émotion esthétique commune face à toutes ces choses. Oui. Ce serait ça? C'est compliqué cette affaire. Et de toute façon, on est bien d'accord que non seulement pour moi, il n'y a pas de généralité possible sur l'art. Il y a une très belle phrase de Rossière que je détourne parce qu'elle me semble très pertinente appliquée à l'art. En fait, Rancière dit à propos de la démocratie. Je crois qu'il dit un truc comme la démocratie n'est confiée qu'à la constance de ses actes. Je vais le redire. La démocratie n'est confiée qu'à la constance de ses actes. D'abord, c'est une belle phrase. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut on peut discuter des heures sur c'est quoi la démocratie en fait. C'est quoi? La démocratie, c'est l'ensemble de ses actes. Donc c'est une conception très anti-philosophie de la démocratie. C'est bon. Ce qui n'empêche pas que Rancière va pouvoir parfois partir un peu plus de généralité, une tentative de définition de la démocratie, mais ça porte mal ce nom. Et moi, je l'applique à l'art, je me dis, l'art est confié à la conscience de ses actes. Et donc, c'est quoi l'art? C'est la somme des émotions esthétiques que j'ai. Mais qu'est-ce que c'est qu'une émotion esthétique? Et là, on rentre dans le dur, parce que c'est très compliqué. Par exemple, devant un paysage, je peux avoir une émotion esthétique. Je peux dire, tiens, c'est beau, ou alors je suis ému par un paysage. Mais pour ça, c'est pas une œuvre d'art. Alors, quelle serait donc... Est-ce qu'il y aurait une émotion qui serait spécifique à celle que me procurent les œuvres d'art? C'est une question qui est très compliquée et qui, à mon avis, ne peut être confiée qu'à la conscience de ses actes. C'est-à-dire, moi, ça fait 35 ans que je cours après cette question et que je suis comme un petit, un feu follet qui court d'œuvre en œuvre et qui court après cette question en permanence. Et à chaque fois, je donne un peu des espèces de réponses provisoires et puis qui vont être déjugés ou démentis par l'œuvre suivante. C'est très, très compliqué. Alors, quand même, ce que je peux dire, et ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il me semble ce qui est commun. Parce que par ailleurs, on est quand même en train de comparer, pas des carottes et des patates, mais enfin quand même comparer ce que je ressens devant un morceau de punk rock, en écoutant un morceau de punk rock, et ce que je ressens devant Michel-Ange, c'est un peu acrobatique. Est-ce que vraiment il y a un pont entre les Sex Pistols et Michel-Ange? Bon. Mais il me semble qu'il y a un pont qui serait que l'art m'offre des situations de perception
C'est-à-dire qu'une œuvre d'art, elle invente sa propre situation de perception. C'est-à-dire, par exemple, un film, ça va être dans la salle de cinéma, pendant 2 heures, je vais regarder un écran dans lequel défilent des images. Bon. La musique m'offre une situation de perception, c'est, il y a de la musique et je l'écoute. Je l'écoute, voilà. Bon. Et le tableau, etc. Et alors, ce qui, à mon avis, est commun à tous ces moments, parce que c'est des moments, en fait, c'est qu'à ce moment-là, je ne suis pas tenu d'avoir un jugement sur ce que j'entends, je ne suis pas tenu d'avoir un jugement sur ce que je regarde, je ne suis pas tenu d'avoir un jugement sur ce que je lis. Je ne suis pas tenu d'avoir une opinion. L'art m'offre des moments où je peux suspendre le jugement, y compris devant des choses horribles qui, dans la vraie vie, appelleraient jugement. Il serait même opportun et presque de notre devoir d'avoir un jugement sur certaines choses. Si je vois au cinéma, il y a une scène de crime. Bon. Si j'étais témoin de cette scène de crime, d'abord, je l'observerais très mal. J'en serais pas un bon observateur parce que je serais impliqué dedans et donc je serais immédiatement assailli de tout un tas de questions qui seraient: est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas, est-ce que j'appelle les flics, est-ce que je me casse, est-ce que j'essaie de, de poursuivre le criminel, l'assassin. Il y a plein de questions qui fait que je n'observerai pas du tout cette scène. Je ne pourrais pas la regarder. Le cinéma m'offre une situation où je peux regarder un crime. Parce que je n'ai pas à me préoccuper de savoir si je vais faire appel aux flics ou essayer de faire obstacle, enfin en tout cas d'empêcher le crime de se perpétrer. Enfin voilà, dans une situation, je peux regarder un crime. Ou je peux regarder tout un tas de choses calmement. En fait, l'art m'offre une situation de calme. Parce que le reste du temps dans la vie, dès que je suis impliqué, je suis réquisitionné en fait par la vie pour délivrer un jugement, ou en tout cas pour faire des choix, d'avoir telle attitude plutôt que telle autre. Je sais pas, c'est comme quand vous êtes vous allez à une réception, je sais pas quoi, un vernissage, je vais dire un truc très mondain comme ça. Bon, mais le vernissage est un enjeu pour vous parce que vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait être un employeur possible, ou alors vous allez y revoir une ex, ou alors il se trouve que celui qui expose ce jour-là, c'est un ancien pote de lycée et il y a eu des contentieux entre vous, donc qu'est-ce qui va pas? Bon, en fait, donc vous allez un peu regarder les tableaux et surtout vous n'allez pas bien prendre la mesure de cette situation de vernissage qui mériterait observation. Si je la vois dans un film d'Oslund, qui filme souvent ce genre de situation, enfin en tout cas, oui, des situations approchantes, je serais très calme pour la regarder. Je pourrais regarder les corps, comment ils se tiennent, comment ils se parlent, voilà, et je serais moins impliqué. Donc, je crois qu'il y a vraiment un truc comme ça qui nous... C'est pour ça que je dis que l'art est froid. On le dit pas assez, mais la pratique de l'art est froide, semi-froide. Je dis que c'est de l'émotion refroidie, parce qu'il y a quand même de l'émotion dans... Mais que ce soit du point de vue du créateur, du producteur ou du point de vue du récepteur, nous sommes, regardez des corps en train de recevoir l'art. C'est très très rare qu'on soit en transe, c'est pas vrai en fait. Peut-être la musique, évidemment. La musique, là, il y a un truc, bon. Mais quand on est chez soi et qu'on écoute de la musique, on se perd rarement en transe, ça arrive bien sûr. On fait un peu guignol, tout ça, on fait du air guitare. Bon, j'ai beaucoup pratiqué. Enfin, la plupart du temps, quand j'écoute de la musique chez moi, je suis immobile, j'écoute quoi. Et quand je lis, alors n'en parlons pas. Alors, quelqu'un qui lit, il n'y a pas plus neutre. Hein, là, il lit pas. Et même s'il trouve ça très exaltant ce qu'il dit, ça va pas se voir. Puis pas comme ça, je suis exalté. Et même l'humour dans un livre nous fait rarement éclater de rire. C'est très rare qu'on éclate de rire devant un livre. Par contre, on peut trouver ça très drôle. Enfin, etc., etc. Le spectateur de cinéma, même dans une salle où il pourrait quand même un peu plus extravertir ses émotions, il le fait très peu. Donc le récepteur est très calme et le producteur est très calme aussi. Vous avez déjà vu un écrivain écrire? Bon, il y a pas plus. Ça ressemble à un cadre de start-up qui est en train de préparer son PowerPoint. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que c'est infilmable d'ailleurs. Tous les gens qui ont essayé de filmer un écrivain au travail, ils se sont tous cassés le nez, quoi. On voit un pauvre blaireau avec un mug à sa droite, et puis c'est tout. Un peintre, à la rigueur, c'est plus intéressant. Il y a quand même il y a la touche, et puis il y a la main. C'est beau, une main de peintre en train de travailler. Mais enfin, le peintre lui-même est très calme quand il peint. Sauf, oui, des fois, il y en a qui ont sans doute surjoué un peu leur transe, d'ailleurs, de la peinture. Enfin, au moment où ils sont en train de peindre. Bon, tout ça pour dire que voilà, moi, c'est le trait commun auquel j'en suis arrivé, assez récemment d'ailleurs dans ma réflexion, sur le fait que l'art m'offre une situation de perception, une situation d'appréhension du monde qui permet un regard plus clairvoyant sur les choses.
Euh, Peut-être aussi, encore une fois, parce que ce regard est débarrassé ou délesté de la nécessité d'avoir un jugement sur les choses. Et c'est vrai que oui, je peux... Comment dire, j'avais vu un film, que ça, je sais plus comment ça s'appelait, on suivait un type qui séquestrait un enfant dans sa cave. C'est horrible. C'est horrible, voilà. Bon, c'est l'horreur absolue. Mais on le suivait de façon assez neutre. Et on voyait la vie quotidienne de ce mec. Et la vie quotidienne de ce mec, c'est que c'était un employé de bureau, puis il rentrait chez lui, et de nouveau, il allait voir cet enfant qu'il séquestrait. Il commettait sans doute des petites choses tout à fait horribles avec cet enfant, mais pas seulement. Enfin, on voyait bien que sa pulsion essentielle, c'était surtout de séquestrer, plus que de consommer, si je puis dire, l'enfant. Bon, bah, c'est possible. Voilà, pendant 2 heures, j'ai compagnonné avec un horrible monsieur, en tout cas un monsieur faisant des choses horribles, sans être évulsé, sans pousser des cris. Ce qui d'ailleurs, bon, ce genre d'œuvre d'ailleurs fait souvent pousser des cris. Vous trouverez beaucoup de critiques et beaucoup de spectateurs qui vont dire c'est dégueulasse, c'est odieux, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de point de vue. Comment se fait-il on nous fait passer 2 heures avec un horrible monstre sans jamais le juger ou l'incriminer ou en fait allumer des clignotants de jugement dans tous les coins du plan. Ben oui, mais l'art c'est ça. L'art permet ça. Il permet aussi de filmer des belles choses, des mouvements héroïques. Enfin voilà, mais et je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que bah, le reste du temps, moi, je trouve tout à fait dégueulasse de séquestrer un enfant. Enfin, voilà, c'est entendu. J'attends peut-être de l'art qu'il fasse autre chose que de redoubler les jugements moraux de bon sens que nous partageons tous à peu près, je crois, sauf des grands malades. Bah, ouais, l'art, il a peut-être autre chose à faire, voilà, que ça. Oui, ce qui offre un moment de contemplation désintéressée, on pourrait dire. En tout cas, alors, désintéressé, c'est compliqué, parce que je pense que je contemple toujours avec mon corps, quand même. Hein. C'est pas parce que j'ai dit que le corps était froid qu'il est dénué d'émotion. Donc, son émotion est froide, mais s'il y a une émotion quand même. Donc, mais désintéressé, ça c'est sûr, ce qui reviendrait un petit peu à Kant, mais oui, je n'ai pas d'intérêt à aimer ou pas cette œuvre, ça c'est sûr. Mais pas désinvesti et pas désubjectivé, qu'on s'entende bien. Hein. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui joue de nous à l'œuvre qui est profondément émotionnel. Je pense même que quiconque voudrait bien se connaître devrait en passer par l'expérience esthétique pour bien se connaître. Moi, je sais que je me suis mieux connu en réfléchissant à la raison pour laquelle j'adorais tel écrivain ou tel cinéaste ou telle musique. C'est très intéressant de creuser ses goûts. Je veux dire, quelqu'un qui... Oui, par exemple, pourquoi moi j'aime tant le rock et un peu moins l'électro? Bon, je pense que ça sanctionne quelque chose de moi. Enfin, je veux dire, ça fait symptôme quand même. Et donc oui, je pense qu'on se connaît très bien soi-même en s'éprouvant dans la fréquentation des œuvres. Pour rester sur le point commun qu'il pourrait y avoir entre les émotions esthétiques, parce que ça me passionne, et parce que d'une certaine manière, vous en parlez aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le fait de mobiliser beaucoup avec peu, de créer beaucoup d'effets avec peu de causes? Comme ça peut être le cas, comme vous le dites, dans les aphorismes, je fais une petite phrase qui vient ramasser énormément de concepts, qui vient générer en moi beaucoup d'émotions. Ou dans une scène de film où, en 2 plans, j'exprime énormément de choses et ça va mobiliser énormément d'émotions. Il y aurait d'autres exemples, mais ça peut être le cas dans l'humour aussi. Avec le mot de la fin, je déclenche cette chute qui va générer la déflagration de rire. Est-ce que ça peut pas être un critère aussi? Il se trouve que c'est un de mes critères favoris, en tout cas privilégiés pour évaluer les œuvres. Parce qu'il s'agit bien toujours d'évaluer les œuvres. J'ai dit que l'art suspendait le jugement moral, mais ça ne veut pas dire qu'il suspend le jugement esthétique. Au contraire, peut-être que l'un remplace l'autre d'ailleurs. Moi, tout est parti, je le redirai, parce que après je vais répondre précisément à cette histoire de densité. Ma pensée, on va dire, sur l'art, on peut dire les choses comme ça, mais c'est beaucoup appuyé sur les émotions que j'avais. J'ai essayé d'être loyal à mes émotions. Et par exemple, quand j'écoutais des chansons tristes, je voyais qu'elles me rendaient joyeux. Alors, de deux choses d'une, soit je suis un maso, soit je suis un sadique. C'est-à-dire quelqu'un qui raconte « Ah là là, on s'est aimé, on s'est quitté » et ça me procure du bonheur. Je ne crois pas. Je ne crois pas me réjouir en général du fait que des gens qui se sont aimés ne s'aiment plus. Après, ça dépend qui, mais en général, pas. Donc, c'est pas ça l'idée. C'est qu'en fait, il y a un registre émotionnel qui n'est pas en continuité de la vie. Si on prend une chanson, bon,
très connue, qui n'est pas forcément ma chanson préférée, mais elle est tellement connue que je peux en parler. C'est Avec le temps, j'en parlais récemment d'ailleurs avec des amis. Bon, Avec le temps de Ferré, c'est quand même la chanson la plus déprimante de tous les temps. En plus, moi qui suis assez paniqué par le passage du temps, enfin, on dirait qu'il a écrit cette chanson pour vraiment me foutre le bourdon. D'ailleurs, quand j'étais enfant, j'avais quand même un semi-bourdon en l'entendant. Mais c'est peut-être aussi Léo Ferré lui-même qui me foutait de bourdon. Enfin bon, il y a une façon de l'interpréter, quoi. Mais il n'en reste pas moins qu'à chaque fois que cette chanson me retombe dans les oreilles, et c'est assez souvent, j'y prends du plaisir. Donc je prends du plaisir à quelqu'un qui est en train de chanter le truc le plus désastreux et irrévocable, enfin en tout cas définitif, concernant les conditions humaines, à savoir que le temps passe, c'est que à la fin, on sait bien qui gagnera. Sauf croyance en une vie au-delà, mais ça, c'est encore un autre sujet. Bon, donc voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de mixture affective que propose l'art et qui est tout à fait singulière? C'est que les choses qui me feraient pleurer dans la vie, dans une chanson, elles me font pleurer, jouir. Parce que parfois, on pleure en écoutant une chanson, mais ce sont des pleurs qui nous font plaisir. Enfin, il arrive d'ailleurs assez souvent dans la vie que les pleurs fassent du bien. Mais les pleurs que nous occasionne un extrait de film ou une chanson, parce que c'est le plus courant chez moi, sont des pleurs plaisants. Qu'est-ce que c'est que ces pleurs plaisants? Enfin voilà, donc on voit bien qu'on est dans un régime émotionnel bizarre et qu'il n'est pas... Voilà, alors par rapport à ce que vous disiez, il se trouve que moi, dans mon esthétique, c'est-à-dire dans mes préférences esthétiques à la fois comme praticien et comme récepteur, j'aime particulièrement la densité. En littérature, j'aime beaucoup la concision. C'est-à-dire, j'aime beaucoup qu'on arrive à produire un maximum d'effets avec très peu de mots. Alors, pas forcément l'aphorisme d'ailleurs, parce que l'aphorisme, pour moi, je trouve ça toujours un tout petit peu... Là, pour le coup, ça y est, le message revient au galop dans l'aphorisme. La punchline, peut-être. Ouais, la punchline. Bon, déjà un peu de mal avec la punchline, ce concept appliqué en littérature. Mais dans l'humour, ça c'est sûr. Mais l'humour, c'est encore autre chose. On sait bien que vous arrivez à déclencher le déclenchement de cette chose extrêmement bizarre et de laquelle on ne s'étonne pas assez, qui s'appelle l'éclat de rire. C'est un truc très bizarre. Vraiment, c'est un phénomène physique très bizarre. Et on arrive à le déclencher par la compression de sens. Ça, c'est sûr. Il faut qu'en fait, l'énoncé comique soit fulgurant. Il faut que ça se joue en un dixième de seconde, en fait, pour provoquer l'éclat de rire. Comme vous ne provoquerez jamais l'éclat de rire si on voit venir la chute. Parce que si on voit venir la chute, le plaisir que va avoir le récepteur à entendre ce morceau d'humour va va s'étirer et donc s'étioler. Et donc, vous rirez, mais pas sous forme d'éclat. Vous rirez, vous allez pouffer. Et donc là, dans le rire, on a absolument besoin, oui, de la chute, de l'art de la chute, qui est un art musical. Il faut bien placer les mots, il faut placer le bon mot à la fin. Enfin, il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Et donc, quand ils racontent des trucs, personne ne se marre, parce qu'en fait, ils ont inversé les trucs. Enfin, bon. Et il y a des gens qui ont ça, qui ont ce talent, je n'allais pas dire inné, mais ils ont ce talent dans la vie. D'ailleurs, on entend beaucoup des gens savoir raconter des blagues, savoir bien placer leurs bons mots ou leurs traits d'humour, leurs traits d'esprit. C'est un art que je mets très très haut, très 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 haut, qui n'est pas sans rapport avec la littérature, puisqu'il s'agit justement de bien ordonner les mots, de trouver le meilleur agencement pour que la phrase opère. La phrase opère. Et oui, moi j'aime bien en littérature qu'une phrase opère, qu'elle provoque quelque chose dans le lecteur. Et ça, oui, je pense que sa densité joue beaucoup. Mais vous trouverez dans l'ensemble de cette communauté, à la fois très minoritaire, mais quand même un peu nombreuse, qui s'appelle les littéraires, vous trouverez des gens qui, au contraire, aiment bien qu'un écrivain s'étale. Vous trouverez des gens qui n'aiment pas beaucoup la concision d'un Echnoz et qui lui préfèrent la volubilité ou la loquacité d'un Hugo. Hugo qui fait beaucoup d'ailleurs de formules, d'ailleurs, et parfois avec une grande virtuosité. Mais qu'est-ce que c'est bavard, Hugo? Hugo est capable de dire quand même 20 fois la même chose dans une page. Je veux pas déboulonner Monsieur Hugo, mais il se trouve que j'ai relu 93 cet été, qui est un roman assez passionnant, historiquement et politiquement un peu infantile, je dirais, au sens léniniste du terme, mais quand même, bon, le mec est fort, mais qu'est-ce que c'est bavard, qu'est-ce que c'est bavard. Donc moi, au bout de la 20e formule qui dit la même chose, évidemment, je suis fatigué et je n'entends plus que le bavardage. Là où d'autres seraient peut-être admiratifs devant l'efflorescence rhétorique de Hugo, quoi. C'est pour ça que moi, je pense que la littérature n'a pas grand-chose à voir avec la rhétorique. Je les sépare très
très nettement. D'autres ne seraient pas d'accord. Ils aiment la faconde d'un Hugo ou d'un... certains aiment beaucoup la faconde d'un Céline aussi. Parce que c'est de la faconde, Céline. Alors, Céline a des moments de génie, et quelque chose... Bon, puis il a quand même inventé une langue. Enfin, Céline est vraiment un écrivain assez impressionnant. Mais moi, ça me lasse. Parce que c'est bavard quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il en a à dire, Louis Ferdinand il brille pas par économie. Donc, mais ça n'engage que moi. Moi, je pense pas que je puisse décréter que l'art doit être absolument concis. Oui, c'est peut-être un critère qui peut être subjectif. Éventuellement, il y en aurait un autre que j'ai cru voir dans ce que vous disiez, ce serait de créer une tension dynamique entre le familier et l'étrange, entre l'habituel et le nouveau, entre l'ordre et le chaos, s'il fallait parler plus pompeusement. Et c'est le cas dans l'humour, par exemple. Pour qu'il y ait une chute, il faut que je mobilise une incongruence, quelque chose qui me génère une tension, et que je la résolve avec quelque chose de familier, généralement un stéréotype ou quoi que ce soit. Est-ce que ça pourrait être un critère éventuellement? Parce que moi, je crois le voir partout. En musique aussi, je crée une dissonance et puis je la résous. Dans un tableau, ce serait plus compliqué de voir ça, mais dans l'art culinaire, je revisite un plat, c'est familier, mais je crée une tension quand même. Est-ce qu'il y a peut-être ce critère-là qui sont Ouais. plus objectifs? Oui, moi j'irais vachement dans ce sens-là. En tout cas, il me semble qu'il y a une... C'est un peu ce qu'on a essayé d'expliquer sur le dernier Guiraudy, d'ailleurs. Bah, j'en parle parce que c'est tout frais. Et c'est ça. Et parce que dans le premier temps de mon raisonnement, je commence à dire, oh là là, le film est plat quand même. Le film est plat. C'est filmé un peu platement. Les dialogues sont un peu plats. La situation, elle est très convenue. On l'a déjà vu 1000 fois. Et peu à peu, le film avançant et allant peu à peu opérant des petits glissements moraux assez redoutables, assez subversifs, j'en suis venu à me dire qu'il avait besoin de bien poser d'abord une situation très ordinaire pour opérer des glissements, des petites torsions comme ça, C'est ce que j'aime beaucoup dans le fantastique, moi, en littérature, le vrai fantastique, c'est vraiment l'injection d'un trouble dans un univers parfaitement familier. Ça peut être l'inverse, effectivement, on peut être dans un univers très très fantasmagorique et d'un seul coup injecter des choses très triviales. Ça se fait beaucoup en humour, ça. Vous avez des super-héros ou je sais pas quoi, on est sur la planète Mars, et puis les types se mettent à parler de leur goût en ravioli. Ça c'est la modalité de l'humour qui est l'inverse en fait. On est dans l'exception et on va remettre de l'ordinaire. Mais je pense que en tout cas la potion que moi j'aime bien dans l'art, c'est quand on m'installe quelque part. Ok, je reconnais des choses et peu à peu, il y a des espèces de glissements qui se mettent en place, des brèches qui s'ouvrent. Et alors que moi, oui, j'aime bien un certain dosage dans l'étrangeté quand même, je dois dire, parce que trop d'étrangeté, trop tue l'étrangeté. Enfin, je le dis banalement et bêtement, mais bon, il y a parfois des trucs où tout est étrange, donc plus rien ne l'est. Il se met en place une espèce de routine de l'étrange. En ce moment, je suis en train de regarder les Avengers, là, parce que je vais faire bientôt un truc sur Marvel. Oui, j'ai proposé ça. Je me dis, tiens, ça me permettra de les voir, quoi. Puisque c'est l'art dominant, il faut quand même un peu se renseigner sur à quoi il ressemble. Et bon, je vais pas vous embêter avec ça, mais il y a quand même un truc qui me frappe, c'est qu'on est très très vite lassé. C'est-à-dire qu'en fait, très très vite, des super-héros font des super trucs, et il y a vraiment une espèce de routine du super truc, qui fait qu'en fait, on s'en fout. Ça passe comme ça. Tu vois, la première fois que Hulk détruit tout, moi je suis content, enfin j'aime bien. Enfin, je trouve en plus, quand même la créature la mieux... C'est la meilleure créature de toutes les créatures Marvel, je crois. Mais alors, au bout de 15 immeubles défoncés par Hulk, voilà. Fut un temps où le film d'action était mieux dosé. Il y avait des stases. On commençait par une scène d'action, mais après, on y allait un peu lentement, quoi. On revenait à l'ordinaire. Et puis de nouveau, ça s'agitait. Il y avait une poursuite en bagnole. Et quand une bagnole carambolait ou entrait dans une baie vitrée de plein fouet, on la sentait passer. Et c'était super. Il y avait ce que j'appelle la fête de la matière. Non. Bon, ben là, la matière, il y a 400 baies vitrées qui explosent en même temps. Donc, bon, moi, voilà, après ça, là, on est rentré un peu dans le détail de ce que pourraient être des goûts esthétiques ou des... Voilà, et non pas sur, disons, des considérations plus générales sur l'art. Mais oui, moi, j'aime bien qu'il y ait une sorte de dosage comme ça, de la même façon que la littérature absolument déconstruite me tombe un peu des mains, je dirais, ou me tombe des yeux. Il y a par exemple, il y a une poésie particulièrement opaque que je n'ai jamais pu lire, que j'ai lu un peu comme ça étant quelqu'un de studieux. Et puis, postulant toujours que le poète a plus raison que moi, et donc très poliment, j'ai essayé, mais ça n'allait pas. Et donc je me suis tourné assez vite vers des poètes comme Michaud
je sais pas, Supervielle, Rimbaud, mais pas tout Rimbaud d'ailleurs. Il y a des degrés d'opacité chez Rimbaud qui m'agréaient davantage parce que précisément, je sentais qu'il y avait un bon dosage entre des énoncés relativement limpides et des glissements d'étrangeté verbale qui opéraient d'autant mieux sur moi qu'ils étaient rares, quoi. Oui, c'est ça. Il y a la fine transgression, s'il fallait résumer. C'est une expression de vous ou c'est... C'est moi. Eh ben, c'est parfait. Je vous autorise à me citer, si vous voulez. Ouais. J'aime beaucoup. Dernière question pour parler de l'esthétique en elle-même, pardon. Votre ouvrage, il aborde pas mal de thématiques, mais s'il y avait quand même une question de fond qui traversait l'ouvrage jusqu'à la fin, ce serait comment est-ce qu'on gagne en vitalité? Au sens un peu nietzschéen, c'est-à-dire comment on injecte dans la vie individuelle ou collective plus d'expériences, plus riches, plus diverses, que ce soit positives ou négatives, et plus intenses. Donc dans cette logique-là, est-ce que l'esthétique est-elle une forme comme une autre de vitalité, que vous mettez à côté de l'amour, du jeu, de la jouissance, ou est-ce qu'elle a une place singulière, voire même privilégiée? L'autre question aussi, bon, en premier instant, ce que je pourrais dire, c'est que il me semble que, bon, comment dire, pour ce qui me concerne, nulle part mieux que dans l'art ou davantage que dans l'art, j'ai pu ressentir mon amour intransitif de la vie. C'est-à-dire que vraiment me vient devant l'art une capacité, alors nietzschéenne, je dirais pour le coup, à embrasser la vie en tant que vie. Et parce que certains disent qu'ils aiment la vie, mais en général, ils n'aiment la vie que dans certains de ses aspects. Je veux dire, je vais être plus précis. Nous serons tous d'accord dans notre vie courante que nous aimons la vie quand elle ressemble à un pique-nique printanier avec des gens qui sont nos meilleurs amis et des gens avec lesquels on se trouve le mieux. En revanche, on n'aime pas beaucoup le dentiste. On n'aime pas beaucoup la rage de dents, on n'aime pas beaucoup... Bon, ok. Il me semble que dans l'art, il est tout à fait possible d'aimer la vie dans son entièreté. C'est-à-dire qu'enfin d'en jouir, au sens où, précisément, il va être possible devant l'art de considérer, par exemple, la vie d'un pédophile, pour reprendre mon exemple un peu bateau et pénible de tout à l'heure, ou la guerre. Il y a des films de guerre qui font jouir, et pas forcément parce qu'on aime bien les armes. Enfin, moi, j'aime pas spécifiquement les armes, je m'en fous un peu. Les gens qui aiment les armes me font un peu pitié, si j'écoutais que mon mépris. Et en même temps, devant certains films de guerre, j'accède à la beauté de la guerre aussi, de la beauté des armes, parce que je pense que d'ailleurs tous les gens qui font des films de guerre sont sensibles à cette beauté-là, quels que soient les éléments de dénonciation qui font clignoter sur l'écran. Faites pas un film de guerre impunément. Voilà, vous n'allez pas passer 6 mois de tournage à agiter les canons et les fusils et les kalachnikovs sans en avoir un peu le goût. Et vous avez le droit d'avoir ce goût-là. Ça dépend ce que vous en faites dans votre vie, quoi. Et ben voilà, j'accède à ça. J'accède à tout un tas de modalités du vivant que je réprouverais dans ma vie courante. Hein. J'aime pas la guerre, j'aime pas les armes, j'aime pas beaucoup les gens qui manipulent les armes, surtout quand ils s'en servent contre des gens qui n'ont rien demandé. Mais à l'écran, ben, j'accède à ça. Et donc j'accède. Tout ce qui est vivant me fait jouir du moment. C'est pour ça que mon principe fondamental devant l'art, c'est est-ce que c'est vivant ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a de la vie là-dedans? Et il y a des plans de cinéma où je trouve qu'il n'y a rien dedans. Voilà, c'est creux. C'est-à-dire, vous voyez l'amour ouf de Gilles Lelouch, je parle que de choses que j'ai vues récemment. C'est incroyable comme il n'y a rien dans les plans. Mais c'est vraiment fou. Bon, alors, il y a ce qu'il croit être probablement un travail de cinéaste et qui n'est jamais qu'un travail de clipper. Bon, il y a des belles images, des machins, des trucs fous. Bon, très bien, il copie du cinéma, quoi. Bon, mais il n'y a rien. Et c'est très marrant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'il a une scène un peu calme à faire, qui serait genre un peu de la vie, genre un dialogue, et autre chose que son art pompier, là, il est nul. C'est complètement exsangue. Et donc ça, c'est, je trouve, un vrai critère. Il y a des phrases de littérature, je me dis, il y a de la vie dedans. Ces phrases ont saisi quelque chose. Dans la phrase, quelque chose de la vie s'est saisi, a été saisi, vraiment. J'aime bien ça. En peinture, pareil, quoi. Je vais parfois une intensité matérielle. Bon, je prends l'exemple d'un tableau de Manet où il est question on voit un peloton d'exécution. C'est un tableau très connu de Manet. C'est une scène horrible. Enfin, je veux dire, quiconque aurait assisté à ce genre de truc serait absolument horrifié. Un condamné à mort qui sait son sort et qu'on dispose devant une troupe de 4 ou 5 je sais pas, préposés à cet office monstrueux,
Bon, mais il se trouve que quand je vois le tableau de Manet, je trouve qu'il pétille de vie. Et ça veut pas dire que Manet a voulu nous dire « Ah, plutôt l'exécution, c'est quand même vachement bien, hein. Moi j'adore, c'est vraiment un de mes sports préférés, c'est vraiment d'exécuter. » C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est qu'il y a de la vie. C'est de la vie là-dedans. C'est une modalité de la vie. Et donc oui, c'est dans l'art que je peux jouir de la vie dans son entièreté, hein. Et je peux même, je peux considérer que mon film préféré de cette année est sans doute un des plus tristes objectivement, puisqu'il mettait en scène une femme qui ne se remettra jamais d'un trauma sexuel, l'amour d'une femme qui ne se remettra jamais d'un trauma sexuel et d'un homme atteint d'Alzheimer et qui probablement ne s'en remettra jamais non plus, puisqu'on sait bien qu'Alzheimer, en général, c'est la voie est irréversible. Eh bien, c'est sans doute le film que j'ai eu, qui m'a d'abord le plus exalté cette année, mais auquel je repense avec un grand plaisir. Et pourtant, vous avez vu le matériau qu'il aborde, il n'est pas génial. Donc ça c'est vraiment très, très particulier. Alors, je suis un peu long, mais après, j'arrive au deuxième point par rapport à votre question. L'art n'a pas le monopole non plus de l'augmentation de la vie sensible, enfin, l'augmentation de la sensibilité ou l'augmentation de la vitalité en nous. Je crois qu'il y a... l'art nous propose un certain régime émotionnel qui nous augmente, puisque il est assez difficile de l'exercer dans notre vie courante, où nous sommes requis par tout un tas de devoirs sociaux, moraux, qui sont à la fois nécessaires et pénibles. En tout cas, qui nous entravent un peu, qui nous empêchent. Nous sommes empêchés, nous sommes des créatures empêchées. La vie sociale nous empêche, elle nous limite, elle nous restreint. Je ne peux pas tout dire avec n'importe qui, je ne peux pas faire toutes les blagues que je veux avec n'importe qui, je ne peux pas disposer du corps d'autrui n'importe comment. Enfin voilà, nous avons des règles morales qui sont tout à fait de bonne loi, mais qui nous limitent. Presque, je dirais presque mathématiquement, quoi. Donc l'art arrive et dit, moi, je peux quand même te proposer d'augmenter ton spectre sensible. Tu vas pouvoir regarder en face un tableau où quelqu'un est exécuté et peut-être attraper quelque chose de la vie qu'il y a là-dedans. Voilà. Et donc, oui, moi, c'est vraiment en tant que vitaliste que j'aime l'art. Après, l'art n'a pas le monopole de la vitalité. Je veux dire, donc on peut se poser des questions plus spécifiquement, moi je dirais politiques. Politique au sens le plus concret, donc noble du terme, à savoir comment essayer de reconfigurer nos vies collectivement pour que nous puissions exercer davantage de modalités sensibles dans notre quotidien. Parce que notre quotidien est quand même, d'un point de vue sensible, extrêmement pauvre. Je veux dire, parce que comme nous avons à travailler pour gagner nos vies, bon, et encore, moi, je suis plutôt bien loti, je fais un métier qui correspond à peu près à mes désirs les plus constants. Mais bon, je pense que c'est hélas pas le cas de la grande majorité des gens qui sont obligés de s'employer sur le marché du travail. Bon, bah donc, ils se retrouvent dans des espaces de stimulation sensible quand même tout à fait pauvres. On peut dire que le RER le matin, oui, la première fois, c'est pas mal. Moi, la première fois que je l'ai pris quand je suis venu à Paris avec mes parents, quand j'avais 10 ans, je trouvais ça super, le RER. Ah, tout était nouveau. Bon, maintenant que j'habite à Paris depuis 25 ans, que je prends le métro assez souvent, je peux pas dire j'ai un émoi esthétique ou un émoi sensible extraordinaire quand je prends la ligne 9, quoi. Parce que tout se banalise et tout se dématérialise, puis en plus, c'est quand même des espaces un peu confinés. Bon, c'est quand même pas joyeux, quoi. Et bon, donc ça pourrait être un vrai, une boussole politique que comment dire, de proposer à la collectivité humaine de réfléchir à la façon dont elle pourrait élargir sa vie sensible quotidiennement. Alors, c'est très bien qu'on parle de ça. Ça va nous permettre d'enchaîner avec la troisième partie. L'esthétique dans son rapport à d'autres champs. La politique, la société, la morale, etc. Ma première question, ce sera quelle est votre conception de l'aristocratie? Et si elle existe, si vous en avez une définition, est-ce qu'elle a quelque chose à apporter d'une manière ou d'une autre à l'esthétique, à l'art? Bon, alors, il faut commencer par le début pour être un peu méthodique. L'aristocratie, c'est une catégorie sociale, c'est une catégorie de classe qui correspond à une certaine position, je dirais, dans l'ensemble de la production, dans le système de production, quoi. C'est un point de vue marxiste. L'aristocratie, c'est des gens qui étaient, par leur possession sur lesquelles ils touchaient un certain nombre de rentes, ou ils touchent encore un certain nombre de rentes, débarrassés de la nécessité pour eux d'avoir eux-mêmes à produire un travail pour pouvoir gagner leur vie. Ce qui, effectivement, dégageait du temps,
dégage du temps, parce qu'il y a encore énormément de rentiers dans nos sociétés, des gens qui vivent sur la rentabilité de leurs avoirs même et non pas sur leur travail. Et ben, ça dégage du temps, lequel temps peut être consacré à des choses inutiles et des choses improductives qui n'ont pas grand-chose à voir avec la production, et qui serait par exemple la contemplation, au sens large, et donc au sein de laquelle on pourrait trouver la contemplation des œuvres d'art. Et donc c'est vrai qu'il y a une grande tradition d'une aristocratie qui va soutenir les artistes, être elle-même, comment dire, praticienne, en tout cas amatrice d'art. Ça a beaucoup aidé d'ailleurs pas mal d'artistes. Bon, c'est un petit peu le principe du mécénat, ça, voilà, qui s'est beaucoup développé autour de la peinture notamment. Voilà, il y a une grande histoire de l'aristocratie qui va permettre à des peintres de pouvoir avoir le temps de travailler leur art. Bon, ça serait la définition strictement sociale. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs ceux qui, dans le corps social, peuvent être économiquement appelés aristocrates, mais ouais, on pourrait dire que quelqu'un comme Bernard Arnault est un aristocrate de ce point de vue-là, puisque je ne vois pas exactement quel travail il produit maintenant. Je crois qu'il vit essentiellement sur ce que lui rapporte, ce qu'il possède. Et les possessions sont vastes, comme on sait. Mais il y a plein d'autres gens. Bon. Alors, si on arrive à faire glisser cette catégorie purement économique en catégorie morale ou en catégorie psychologique, qu'est-ce que ça pourrait être un rapport aristocratique au monde, quoi, ou une occupation du temps et de l'espace qui soit de type aristocratique? Ben, on pourrait dire, là je navigue un peu à vue, hein, mais que ce sont tous ces moments dans nos vies où notre vie sensible n'est pas, comment dire, sort des impératifs de la production ou des impératifs de l'utilité. Il y a tout un tas de choses que je fais dans mon quotidien qui sont utiles à ma survie, utiles parfois à la survie d'autrui, en tout cas à la persistance ou enfin oui, au fait que les gens réussissent à se maintenir, tout simplement, à maintenir leurs conditions matérielles. Bon, et puis il y a des moments dans ma vie où je fais des choses qui sont, du point de vue de la production, inutiles. Faudrait voir quoi, d'ailleurs. Bon, bah par exemple, oui, je pourrais très très vite en arriver à dire, bah, quand je lis, je ne suis pas, c'est pas productif. À part si moi-même je suis dans les métiers du livre. Et dans ce cas-là, si je suis en train de lire un livre dont je vais faire une critique, puisque c'est un peu mon travail par moment, bah là, je peux dire que de nouveau, je réquisitionne cette activité inutile pour la reverser dans ma vie sociale et ma vie productive. Ce sera par exemple pour faire une gêne occasionnée. Bon, la gêne occasionnée, on l'a fait bénévolement, mais donc ça ne me rapporte pas d'argent. Donc je pourrais tout à fait dire que je fais ça pour le plaisir, et c'est d'ailleurs le cas. Quand l'homme qui n'a pas de prénom, mon interlocuteur, mon associé ou l'acolyte, m'a proposé de faire ce podcast, je n'ai pensé qu'à mon plaisir. Je me dis, est-ce que vraiment j'ai du plaisir à le faire? Mais il se trouve que si je creusais un peu, bah, la gêne occasionnée a une certaine visibilité maintenant, donc elle est écoutée par des gens, lesquels gens peuvent très bien, si ça leur plaît, du coup, en concevoir une certaine sympathie à mon égard, et se dire, tiens, je vais aller acheter un de ses livres, lui. Ça arrive, évidemment. Et donc, tiens, on est revenu dans quelque chose qui serait utile. Bon. Il y a des choses qu'on fait dans notre vie qui sont... il y a des gens qui lisent pour lire, parce que ça leur fait plaisir. Donc là, à ce moment-là, que cette personne soit une ouvrière, un ouvrier, ou un start-upper, ou un chef d'entreprise, ou un prof d'anglais, eh bien, à ce moment-là, ils ont une brèche aristocratique dans leur quotidien productif, dans leur quotidien de prolétaire ou dans le quotidien de travailleur, de salarié. Et c'est à ce titre-là que c'est très, très précieux, cette affaire, quand même. C'est très, très beau qu'on puisse encore avoir ces moments-là dans une société qui est de plus en plus marchandisée et qui est de plus en plus utilitariste et qui veut absolument tout ramener, tout valoriser d'un point de vue marchand. Donc, c'est pour ça que je suis parfois un peu caustique vis-à-vis des militants de gauche ou des gens de gauche anticapitalistes qui ne semblent pas avoir un goût très prononcé pour l'art, voire même font à l'art le procès des faits inutiles. Bah, je leur réponds souvent, vous reconduisez une logique utilitariste qu'apparemment vous réprouvez en tant qu'anticapitaliste. Donc là, il faudrait que chacun se mette au clair par rapport à ça. J'ajouterais quand même que quand je vis une histoire d'amour, le temps que je passe avec une femme que j'aime ou un homme que j'aime, bah, c'est du temps improductif. Et c'est peut-être le caractère subversif de l'amour, ou pourquoi pas de la sexualité d'ailleurs, s'il s'agissait d'un commerce, on va dire, purement sexuel. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle de la dépense pure.
dans une certaine tradition philosophique, notamment chez Bataille. Et c'est précieux aussi. C'est précieux aussi que si vous avez une passion sexuelle pour quelqu'un et que vous pratiquez cette passion sexuelle au sens où vous la désirez, ou désirez cette personne, et il y a une certaine réciprocité, et que ces deux personnes se voient régulièrement pour exercer cette passion qu'ils ont l'un pour l'autre, sexuelle, sentimentale, amoureuse, ou les trois en même temps, selon, voilà, il y a plein de schémas. Eh bien, vous êtes en train d'échapper un tout petit peu à la mainmise de l'utilitarisme capitaliste sur vos vies. Et donc, il y a une critique d'art qui a disparu cette année, une femme qui était âgée, d'ailleurs, je pense 80 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle Annie Lebrun, qui a beaucoup parlé de ça, qui a parlé indifféremment de son goût pour l'art, la poésie, les surréalistes notamment, Alfred Jarry, enfin, elle avait comme ça quelques auteurs qu'elle prisait particulièrement. Et elle a aussi beaucoup défendu l'amour. Dans la continuité de ce qu'elle préconisait ou de ce qu'elle aimait dans l'art, eh bien, elle a aussi beaucoup parlé du désir comme quelque chose qui échappe à la mainmise instrumentale sur nos vies. C'est tout ça. Donc l'aristocratie, elle est à portée de tout le monde. Enfin, ou ça pourrait être aussi un programme politique, que de faire en sorte que nous ayons tous les uns les autres, qui que nous soyons, à quelque échelle sociale nous nous trouvions, des moments de pure dépense ou des moments de contemplation, où la sensibilité se donne libre cours, sans avoir d'objectif, sans que ce soit articulé à un calcul social ou un calcul d'optimisation de sa position sociale. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Là, il faut regarder les quotidiens des uns et des autres et on verra qu'on n'a pas beaucoup ces moments-là. Enfin, ces moments sont rares. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire une politique qui essaie de faire en sorte que chacun ait le plus de moments aristocratiques dans son quotidien? Ça serait déjà le b.a.-ba de cette politique, ce serait bien sûr de réduire drastiquement le temps de travail. C'est ça qui devrait être la mesure numéro 1 des progressistes. Bonne réponse. On n'en entendait pas une autre, mais celle-ci nous convient vraiment bien. Oui, je suis pas très original, mais bon, voilà ce que je dirais. Non, mais c'est bon. L'art est inutile, en tout siècle et sous tous les cieux. Je cite ça de votre dernier ouvrage. Et par ailleurs, vous dites je m'autorise en art ce que, engoncé dans ma nécessité de survivre, étréci par les calculs d'optimisation sociale, je m'interdis. Et donc, avec encore ça et d'autres citations, on comprend que l'idée que vous faites de l'art, c'est de s'extraire de soi-même pour se regarder avec un certain recul, voire même s'extraire de ces déterminismes organiques et sociaux pour s'adonner à l'inutile, en fait. Or, on sait que dans la vie sociale et biologique, tout va dans le sens d'une fonctionnalité pour la survie biologique et sociale, pour aller vite. Est-ce qu'en art, il n'y a pas le début d'une possibilité de libre arbitre? Bon, moi, la notion de libre arbitre me laisse toujours extrêmement perplexe. En tout cas, je pose comme absolument impossible de décréter le libre arbitre. C'est-à-dire que il ne sera jamais prouvé d'aucune manière et prouvable d'aucune manière que pour tel acte donné, eh bien cet acte est librement effectué. Moi, je pense qu'on est des machines. On est des machines. Le corps humain est une machine d'une sophistication tout à fait admirable. Je veux dire, il faut toujours quand même revenir à ce point, c'est que nous sommes quand même des créatures, oui, d'une grande sophistication, y compris d'ailleurs dans le mal. Nous sommes très sophistiqués dans le mal, nous autres, les êtres humains. Nous avons inventé des modalités du mal et tout à fait exceptionnelles dans le règne animal. Avec un raffinement dans l'horreur, et dans la perversion, dans le sadisme, tout à fait exceptionnel. Donc, oui, l'être humain, c'est, on ne le dira jamais assez, c'est la même modalité, la même sophistication dans l'être humain qui fait qu'il a pu élever les cathédrales et qu'il a pu concevoir les camps d'extermination. Je prends des exemples à dessein schématique. Hein. C'est ça, l'être humain, c'est sophistiqué. Mais rien de tout ça ne peut conclure à notre liberté. Je veux dire que nous sommes des machines sophistiquées, quoi. Donc, quand je fais ce que je fais, encore une fois, je ne sais pas qui est ce je qui fait.
Et je vois pas en quoi je pourrais décréter qu'il y a là l'exercice d'une liberté. Je pense que je suis toujours agi par plein de choses, quoi. Agi par mon tempérament, mes viscères, ce qui m'anime, les forces qui me traversent, et notamment d'ailleurs la vie affective, c'est quoi? Un affect, ça se fabrique comment chez Spinoza? Ben parce que un affect se cristallise en moi ou se forme en moi parce que j'ai été affecté. C'est le processus. Un affect est le produit d'une affection. Et l'affection, elle vient toujours de l'extérieur. Quand je trouve beau un paysage, c'est que le paysage m'affecte. La lumière du paysage, elle agit en moi. Je suis agi par la lumière du paysage. Et elle me trouble, elle m'enchante, elle m'augmente. Enfin, elle me fait plein de choses. Il y a aussi des paysages tristes, ces paysages qui m'affectent tristement. Mais c'est eux qui m'affectent. Donc, non, je ne crois pas que, comme toutes les activités humaines, qui portent mal leur nom d'ailleurs en tant qu'activité, l'activité esthétique soit le lieu du libre arbitre, pas du tout. Je crois qu'au contraire, les œuvres d'art, c'est celles qui viennent nous percuter indépendamment de nous, quoi. On n'a rien demandé. Quelque chose s'imprime en moi, il y a telle phrase qui m'émeut dans tel poète, bon. Et puis telle autre phrase m'ennuie. Et j'y suis pour pas grand-chose, quoi. Tu as parlé de libre arbitre, c'est peut-être ambitieux, mais dans votre cas, par exemple, vous êtes situé socialement plutôt à gauche, et pourtant vous lisez Dostoïevski. Kubrick, c'est un autre exemple que vous citez dans le livre, est profondément antimilitariste, et il a un certain intérêt pour l'ordre, du moins dans sa forme. Quand on contemple, on rebat un peu les cartes de notre position sociale, tout du moins. Oui, mais ça, c'est pas pour autant. Bien sûr, et ça j'y tiens, et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit dans le premier moment de notre dialogue, mais oui, il est évident que le système affectif qui se met en place dans le commerce esthétique n'est pas en stricte continuité de notre vie affective telle qu'elle est ordonnée par le monde social. Et je maintiens cette spécificité-là du moment esthétique, de la situation esthétique. Et il n'en reste pas moins vrai que dans la situation esthétique, je suis tout autant affecté, mais peut-être par d'autres choses. Il y a un autre système affectif qui se met en place, mais ça reste un système affectif, donc très largement subi par les intéressés. Oui, je ne suis pas sûr que Kubrick soit tout à fait conscient de ce qu'il est en train de faire quand il ordonne des batailles rangées dans Barry Lyndon ou dans d'autres ou dans Full Metal. Je ne suis pas sûr qu'il soit très très au clair lui-même sur le goût réel et effectif qu'il a pour cet ordonnancement militaire. Je pense peut-être qu'il est en train de se raconter, lui, qu'il est en train de dénoncer la guerre, il peut toujours, mais moi, c'est pas du tout ce que je ressens quand je vois les films. Moi, je vois quelqu'un qui très clairement a un certain plaisir à ordonner les corps, un plaisir qui ressemble à celui qui organise un camp militaire. Je ne veux pas enfoncer le pauvre Kubrick, et il faut pas se méprendre sur ce à quoi on a affaire quand on regarde Full Metal Jacket, quoi. Et vous disiez, il est profondément antimilitariste. Moi, c'est pas ça que je dis dans la page consacrée à lui. Je crois que précisément, il est superficiellement antimilitariste. Sa conscience humaniste le rend antimilitariste, ce qui n'est pas quand même d'une grande originalité, quand même. Moi, je préfère les antimilitaristes aux militaristes. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit très original de ne pas aimer la guerre, quoi. Je crois que ce qui travaille les affects d'ordre au travail dans l'œuvre de Kubrick me paraissent plus profonds chez lui. Et c'est pour ça qu'il passe par la forme. Parce que dans une œuvre, le discours est toujours superficiel et la forme, elle est la vraie réalité d'une œuvre. Le discours, ma foi, on peut tout dire, hein. C'est pas très compliqué de produire des énoncés. Moi, je peux vous dire, regardez, là, je vais vous faire une démonstration de la facilité avec laquelle on peut tout dire. J'adore Emmanuel Macron. Ça m'a pris 3 mots. Et regardez, maintenant, je vais faire un truc. Je déteste Emmanuel Macron. C'est la même. Voilà, il a suffi. En revanche, pour que je puisse, orienter mon corps de sorte que je ne ressente pas une certaine détestation pour Macron, parce que c'est ça quand même la vraie vérité de mon rapport à Macron. Pas exactement une détestation, d'ailleurs plutôt un mépris. Je dirais que je le méprise. Ça, j'en suis vraiment pas le maître, quoi. Et donc voilà, je pense qu'il y a un arbitraire des mots, mais il n'y a pas un arbitraire de la forme, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus substantiel qui se joue dans l'effectivité de la pratique esthétique et quand même qui consiste véritablement à composer les formes. Enfin, comment dire? Un artisan pourrait comprendre ça dans le bois ou ailleurs, mais moi, j'essaie toujours de voir dans un film, par exemple, où ça travaille vraiment. Là où on a affaire à autre chose que des décrets très superficiels et très faciles et très réversibles,
Il y a des points dans l'œuvre où ça travaille vraiment. Et là, je pense que ça, c'est la sincérité de l'œuvre. C'est ça. En tout cas, c'est sa vérité, quoi. Et donc, probablement un peu la vérité de la personne qui a produit cette œuvre. Je vais reprendre cette méthode. Qu'est-ce qui travaille dans votre livre quand on le lit? Nous, ce qu'on a vu, tout du moins, c'est qu'il y a parfois un champ lexical qui est vraiment proche de la religion. Alors même de la religion chrétienne, j'ai envie de dire. Mais je vais prendre un exemple, mais il y en aurait d'autres. Qui accompagnera le sagouin de Mauriac à la rivière où il s'immergera les poches lestées de pierre? Sa mère, si elle est encore là, Dieu, s'il est disponible, l'art inconditionnellement. Dans une autre citation, l'art ramasse tout, le moche, le laid, le moral, l'immoral. Ça fait penser quand même à une notion de miséricorde, au sens catholique du terme. Est-ce que ça vous parle, ça? Totalement. Mais ça, c'est pareil, c'est en pratiquant que j'ai découvert ça, et en réfléchissant sur ma propre pratique de romancier surtout. Je l'ai souvent dit, je l'avais dit dans un livre d'ailleurs où j'échangeais avec un chrétien. Je disais que j'étais chrétien en tant que romancier. Et parce que oui, je vois bien, et c'est ça qui m'a fait comprendre de l'intérieur. C'est toujours intéressant de pratiquer les choses pour les comprendre quand même. Non pas qu'on puisse ne pas les comprendre quand on les pratique pas. Hein. Je connais des très très bons critiques de cinéma qui n'ont jamais pratiqué le cinéma, hein, ou des critiques littéraires qui n'ont jamais écrit de roman. Mais il est bien vrai que quand même, quand vous mettez vous-même dans le jus et dans la sauce du truc, vous comprenez plus de choses et peut-être que vous racontez un peu moins d'histoires sur les choses. Et je me suis vu, comme romancier, être capable d'une compréhension vis-à-vis de n'importe quel personnage dont je serais bien incapable dans la vie. Voilà. Il y a tout un tas de personnages qui m'évoqueraient immédiatement de la répulsion ou du dégoût ou un rejet. Et qui, à partir du moment où j'en fais des personnages et que je les accompagne un peu comme ça dans la narration, alors là, j'ai l'impression que je peux de pouvoir tout accueillir, et qui est une vertu absolument chrétienne pour moi, totalement. Capacité comme ça de tout accueillir, que ce soit le lépreux ou celui qui a péché, parce que tout ça fait partie de la vie et tout ça, et tout est pardonné, quoi. Enfin, c'est ça, c'est la bonne nouvelle du christianisme. Pour moi, c'est ça, c'est que tout est sanctifié. Et donc tout est sanctifié, même le crime. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on aime le crime, qu'on veut le crime, qu'on désire le crime. Ça veut dire que toi, criminel, toi qui as été agi par les forces qui te dépassaient très largement et qui t'ont conduit au crime, eh bien, je te prends dans mes bras. Voilà. Et comme romancier, moi, je prends dans mes bras tous mes personnages. Quelle que soit la répulsion qui m'inspirerait si je les avais devant moi dans la vraie vie. J'avais écrit un livre comme ça qui s'appelle Molécule, où je m'étais plus... Ça commençait par un crime. Homicide plus ou moins volontaire d'ailleurs, mais en tout cas, quelqu'un commettait un acte qui mettait fin au jour d'une autre personne, d'une femme. Et évidemment, au départ, ma compassion se portait essentiellement sur la victime, et peu à peu, dans le livre, eh bien, on suivait le coupable, qui évidemment, par définition, survivait à sa victime, donc on le suivait en prison, on le suivait dans l'après-prison, et peu à peu, je l'accueillais dans le texte au même titre que j'avais accueilli la victime. Ce qui ne veut pas du tout dire que dans la vie, je mettrais un signe égal entre victime et coupable. Voilà, j'ai plus de compassion en général pour les victimes que pour les coupables dans la vraie vie. Mais dans un livre, j'ai été capable de ça. J'ai été capable de ce qui me semble une vertu, effectivement, chrétienne. Peut-être que c'est une vertu qu'on trouverait dans d'autres religions aussi. Hein. Le christianisme n'a peut-être pas le monopole de cet œcuménisme, j'allais dire, en tout cas de cette bonté. Je pense qu'elle est présente à peu près dans toutes les religions, mais c'est vrai que bon, moi, le christianisme, c'est la religion que je connais le mieux et qui a quand même mis au centre ça. Je dirais, je pense que plus que les autres monothéismes, mais là, je m'aventure un peu en terrain dangereux. Il me semble que l'amour est quand même tout à fait au centre du christianisme. Il y a une centralité de l'amour dans le christianisme qu'il n'y a peut-être pas dans l'islam ou dans le judaïsme, qu'il y aurait peut-être dans d'autres formes de sagesse, croyance, religion, enfin. Voilà, je m'arrête là parce que je ne suis pas assez cultivé pour vraiment tenir cette affirmation. Mais en tout cas, voilà, moi, le christianisme m'évoque ça. Et oui, donc bon, oui, il y a un point d'intersection pour moi réel entre la capacité esthétique et la capacité chrétienne. C'est une très belle réponse. Et je retiens que vous êtes miséricordieux quand vous écrivez. Oui, bah j'essaie. Oui, bon, en tout cas, ça m'est venu un peu comme ça. Hein. Mais je suis aussi miséricordieux comme récepteur de l'art. Même d'ailleurs plus souvent. Mais oui, j'ai l'impression que je peux tout comprendre dans un film. Je peux comprendre toutes les possibilités humaines. Et quand bien même ce seraient les plus dégueulasses ou nuisibles à autrui, mais tout est compréhensible. Enfin, au sens presque littéral de compréhensible, comprendre et prendre avec.
Je fais très rarement des trucs d'étymologie comme ça, bon, mais là, j'en fais une. Bon, bah, on prend avec, quoi. On prend. Et c'est vrai que bon, c'est ce que je dis dans le livre que vous avez cité. Merci pour ça. L'art ramasse. L'art ramasse que plus personne ne ramasse. Notamment les douleurs solitaires, par exemple. Ça, je trouve ça très beau. C'est ce qui m'émouvait beaucoup chez Mauriac, quoi, qui est un auteur chrétien, lui, strictement. Et donc, ce livre, Le Sagouin, m'a toujours beaucoup touché, quoi. Parce que je me disais, bon, bah, dans la vie, pauvre Sagouin, personne n'en veut, quoi. Il y a pas. Autour de lui, personne n'a la capacité de miséricorde pour simplement considérer ce pauvre petit garçon laid, repoussant, sans doute un peu mauvais d'ailleurs au fond. Il y a une mauvaiseté chez lui. Et alors, qu'est-ce qui a pu ramasser ce pauvre Sagouin? C'est Mauriac lui-même. Mauriac en a fait un livre, hein, il le ramasse, quoi. Il le prend par la main et moi, je vais m'occuper de toi, le Sagouin. Bon, ça ne sauve pas le Sagouin. Voilà. Mais et c'est ça qui m'émouvait terriblement là-dedans. J'avais inventé un personnage comme ça dans La Blessure la Vraie, un roman un peu ancien. Il y avait c'est à la campagne. Il y avait une jeune fille qui était extrêmement repoussante. Alors évidemment, qui était l'objet de toutes les moqueries des enfants du village. Parce qu'elle avait un grand défaut aux yeux du fascisme enfantin. Elle était grosse, elle était même obèse. Et plus elle était obèse, plus elle s'isolait. Et plus elle s'isolait, plus elle grossissait. Et elle finissait, elle vivait dans une grange et elle était presque immobilisée par son obésité, une obésité de gros dio. Et plus personne ne s'occupait d'elle. C'est-à-dire qu'elle était en Sagouin. Alors si, il y avait, je sais plus, je pense qu'il y avait un de ses parents, sa maman, son papa, qui lui déposait à manger tous les jours. Voilà, dans une miséricorde un peu simple. Mais il y avait une autre personne qui en prenait considération dans ce livre, c'était le curé du village. Le curé du village qui s'appelait le Père Jean. Personnage d'ailleurs qui est passé relativement inaperçu à la sortie de ce livre, qui pourtant avait eu un certain succès. Alors que pour moi, il était central dans le livre, hein, le curé. Et le curé, il disait, mais qu'est-ce qu'on fait avec Patrice? Je crois que ça s'appelait Patricia Billard, je crois. C'est un peu vieux l'écriture, mais et qui ramassera Patricia Billard, quoi? Qui lui donnera un peu d'humanité? Qui lui dira tu existes comment dire, tu es digne d'exister. Tu n'es pas moins digne d'exister que n'importe quelle créature en ce bas monde. C'était le curé. Et oui, les curés, ça peut s'avérer à ça. Hélas, parfois, les curés sont pas à la hauteur de leur charge. Ils sont eux-mêmes dans le jugement, dans l'anathème, dans l'exclusion. Bon, voilà, il y a des curés de droite, quoi, pour résumer un peu les... Mais ça m'a pas toujours paru une contradiction par rapport au christianisme. D'accord, je vous remercie. Donc là, on va peut-être faire encore une fois un petit pas de côté, parce qu'on parlait justement de l'art qui prend tout. Et nous, on va partir d'une de vos phrases qu'on a sélectionnées, en fait, le suffrage de notre lecture. Donc on en a rediscuté entre nous. Et c'est vrai que cette phrase est sortie. Et elle est ressortie parce qu'il nous semblait qu'elle avait beaucoup de choses. Elle avait tout pris. Donc cette phrase, pour la resituer, c'est quand vous parlez du mariage impossible entre politique, donc que vous entendez au sens de militance, et l'art. Du coup, je vous cite, « Pendant qu'elle besogne, maladroite, balourde, là, attend que ça passe, la tête ailleurs. » Donc là, il y a beaucoup de choses à en dire, mais nous, il y avait tout pour nous, du poétique, du comique, de l'insolence, du didactique, de la synthèse. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? En fait, vous décernez un peu les awards de la phrase dans Comme une bulle. Donc, sont nominés. Exactement. Le vainqueur est... Non, mais par ailleurs, j'aime bien cette phrase. Donc, on va être d'accord. Quand je relis des fois les passages de Comme une bulle, il y a des phrases que j'aime moins maintenant et que je réécrirais bien autrement. Mais celle-là, je l'ai relue il n'y a pas longtemps pour préparer un truc et c'est pas mal ça. Cette phrase arrive d'ailleurs dans l'aboutissement de tout un passage sur politique et art, et je file une espèce de métaphore un peu drôlatique sur... ça serait comme deux chiens qui se reniflent, qui n'arrêtent pas de se tourner autour, ils se reniflent, y compris le derrière, comme font les chiens. Parce que c'est ça qui est intéressant entre politique et art, c'est pour ça que ça a toujours été une polarité hyper dynamique et stimulante intellectuellement, c'est que bon, d'abord, moi, les deux m'importent, comme on sait. Et donc, du coup, je me disais, tiens, c'est comme quand vous avez deux amours, vous avez deux copains, deux amis, vous voulez les faire se rencontrer, quoi. Donc, moi, très vite, je me suis dit, bon, comment ça peut s'ajuster, la politique et l'art? Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à se dire l'un à l'autre? Et comment ils pourraient surtout se fortifier mutuellement? C'est-à-dire que l'art intégrant la question politique deviendrait un art encore plus fort.
Et la politique intégrant peut-être des considérations esthétiques serait peut-être aussi plus efficace politiquement, plus riche. Et bon, je propose quelques pistes pour ça dans le livre, mais il est vrai que socialement, c'est vraiment deux camps, enfin en tout cas deux périmètres qui se regardent en chien de faïence, pour reprendre, pour filer la comparaison très lourde des chiens. Ça se regarde de loin, mais c'est comme deux personnes, oui, ils se reniflent parce qu'ils pourraient se contenter de se détester, dire non, de toute façon, moi, nous, la politique, on n'a rien à voir avec l'art, c'est inutile, c'est aristocratique, ça sert à rien. Bon, voilà, ça, c'est des bourgeois qui se branlent devant des tableaux, bon, laisse tomber, quoi. Et puis, l'art, pour très bien regarder la politique, c'est ça, c'est un peu impur, c'est un peu prosaïque, c'est des affaires bassement sociales, oh là là, bon. Bon, évidemment, moi, je suis d'accord sur rien de ce point de vue-là. Mais il est bien vrai que cette inimitié existe. Mais elle se complique d'autres choses, c'est que ils n'arrêtent quand même pas de se renifler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement renoncé à commercer ensemble. Euh, L'art se propose souvent d'être politique. Il y a beaucoup maintenant de pièces de théâtre, de livres, de films qui disent oui, c'est politique. Oui, oui, alors, c'est un peu politique votre pièce, mais absolument, c'est important d'être politique. Et puis de l'autre côté, la politique quand même, en tout cas le périmètre militant, il regarde ça un peu de loin en disant ça sert pas à grand chose là, pendant ce temps il y a des massacres à Gaza, pendant ce temps le capitalisme est en train de tout détruire, et les types ils sont en train de s'engueuler pour un travelling, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais quand même, ils n'ont pas complètement renoncé, d'abord parfois eux-mêmes à fréquenter l'art, et en tirer un peu quelque chose quand même. Et donc du coup ça discute cette discussion est intéressante parce qu'elle est problématique, elle est dissensuelle. Moi, ça fait 35 ans que je réfléchis sur ces questions-là parce que c'est très, c'est insoluble. Et en même temps, on a toujours envie d'en tirer quelque chose. Bon, ce livre a voulu de nouveau re-questionner tout ça à nouveau frais, ou peut-être faire un peu des petites synthèses par rapport à tout ce que j'ai pu accumuler comme pensée sur ces sujets-là depuis longtemps. C'était un peu ça l'idée, quoi, de remettre un peu à plat la question et dire bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien ensemble, voilà, comme se demandent parfois deux individus, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait à faire de bien ensemble? Et il y a des choses intéressantes. Il y a des œuvres politiques qui vraiment font avancer la politique et l'art en même temps. Je pense que Steven Soderbergh serait un moins bon cinéaste s'il n'était pas marxiste. Et je pense que les marxistes ont tout à gagner à regarder les films de Steven Soderbergh. Ça enrichira énormément leur pensée. Ça l'étoffera, ça l'incarnera, ça la complexifiera. Voilà. Pour ne parler que de cet aspect de Soderbergh, qui n'est pas réductible à ça, mais chez Soderbergh, j'ai l'impression que la réflexion sur la monnaie, sur la finance, sur la valeur a été un stimulateur d'art. Alors que chez d'autres, ça peut être au contraire, ça peut donner des films à thèse, des pinceaux. Bon, voilà. Quand Costa Gavras fait un film sur la crise grecque, je suis pas oui, peut-être que je comprends un peu mieux la crise grecque, parce que ça lui donne une incarnation. En revanche, ça n'a pas aidé le cinéma. Donc voilà. D'accord, je vous remercie. Et j'ai encore une question, c'est que du coup, vous constatez quelque part que l'art serait un peu aristocrate, donc il ne pourrait pas forcément, enfin sa visée ne serait pas de servir la politique, donc une politique de gauche. Mais j'ai quand même l'impression que malgré tout, vous essayez de réconcilier en disant que l'art est anarchiste. Ce qui est, vous le justifiez très bien dans une explication que vous pourrez me redonner, mais est-ce que c'est pas juste une tentative un peu désespérée de malgré tout le ramener pour que finalement il soit à la fois efficace et juste? Ouais, il y a un petit peu de ça, même si je suis pas obsédé par l'idée que l'art et la politique doivent être réconciliés. Si jamais je constatais que décidément ils n'ont rien à se dire tous les deux, bah je renoncerais. Mais il est bien vrai que ce sur quoi moi je me suis questionné toujours, je suis toujours parti de mes propres affects, comme d'habitude. Je me disais, bon, voilà, moi j'aime les deux. Donc de deux choses l'une. Soit c'est vraiment des goûts très disjoints, comme bon, par exemple, je peux aimer le chocolat et le basket. Il n'y a pas forcément de rapport entre mon corps aimant le chocolat et mon corps aimant le basket. Et donc, il pourrait ne pas y avoir de rapport du tout entre mon corps aimant Caravage et mon corps aimant lire Marx ou aimant me retrouver parfois dans des énergies politiques, une manifestation, un mouvement, des choses comme ça. Je pense que quand même il y en a un. C'est quand même le même corps, quoi. Et donc il doit y avoir
doit bien y avoir quelque chose entre ma pulsion, enfin, entre mon anarchisme au sens strictement politique et mon goût pour l'art. Je me suis dit, il doit bien doit y avoir un tronc commun. Une espèce de tempérament qui se distribue alternativement dans ma vie esthétique et ma vie politique. Et je crois que oui, quand même, il y a une jouissance que je peux ressentir devant l'art, qui est une jouissance du déploiement de la vie et du déploiement anarchique de la vie. J'ai l'impression que c'est la vie qui n'est plus sous tutelle d'un contrôleur ou d'un maître qui ordonnerait, comme Kubrick, le réel. Et que, l'art est un lieu de déploiement du vivant, comme ça, de prolifération du vivant. Enfin, en tout cas, l'art qui m'intéresse. J'irais même jusqu'à dire, quand l'art est vraiment de l'art, c'est ça qui fait. Et il me semble que ça, c'est tout à fait une orientation anarchiste. C'est-à-dire que si les anarchistes, si le grand mouvement, la grande lignée anarchiste ne consiste pas à déployer la vie, elle ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que l'anarchisme? Sachant que l'anarchisme, c'est pas le désordre à proprement parler, mais c'est la vie oui, qui connaît une sorte de déploiement autonome et infini, de démultiplication d'elle-même, comme ça. C'est compliqué à décrire, mais... Donc moi, il me semble que quand je me perds dans Dostoïevski, parce que vraiment, Dostoïevski écrit vraiment des livres où on se perd, il faut vraiment le dire, enfin, notamment les démons. Je m'arrête sur les démons parce que je pense que c'est celui où on se perd le plus. Et je pense, en plus, que Dostoïevski s'y perd lui-même. Clairement, hein, moi j'ai rarement lu des trucs sur les démons, mais pour être un bon lecteur de Dosto, vraiment c'est très très sensible à quel point il part sur un sujet et peu à peu il se perd de vue lui-même, quoi. Enfin, et c'est ça qui est fort. Enfin, c'est une espèce de foisonnement comme ça, un peu délirant quand même, parce que Dosto est un peu délirant. Et donc je pense que Dostoïevski là produit une forme anarchiste, quoi. Et le goût que j'ai pour me perdre dans les démons, je pense que c'est le même que j'ai quand je vois la vie s'exercer et m'échapper, quoi. Mais ça, je pense que c'est ça un tempérament anarchiste, bon, tel que défini par moi. Évidemment, c'est discutable. De toute façon, ces grands mots, chacun y mettra toujours la définition qu'il veut. Mais la mienne, c'est quelqu'un qui ressent un certain plaisir à ce que les choses lui échappent, qui serait donc le contraire d'une pulsion de contrôle, de pouvoir et de maîtrise. Je suis pas toujours comme ça. Je suis pas toujours anarchiste, hein. Parfois, je suis au contraire psychorigide. Il y a vraiment des moments où le chaos m'emmerde, où j'aime bien maîtriser les choses. Mais il y a des moments de ma vie où oui, je suis capable d'aimer ce qui m'échappe en tant que ça m'échappe. Dans le duo amoureux, par exemple, je veux dire, il arrive qu'un conjoint veuille absolument contrôler sa femme, ne supporte pas qu'elle lui échappe ou qu'elle ait des échappées sensibles qui lui sont opaques. Et des gens, ils ne supportent pas ça. Ils disent, mais tu penses à quoi, là? Et non, mais je pense. Oui, non, ça m'énerve, tu penses à quoi? Et des gens comme ça qui sont un peu des petits tyrans domestiques. On l'est d'ailleurs tous à des degrés. Moi, je me suis rendu compte, je l'avais écrit en Deux singes ma vie politique. Par exemple, je parlais d'une femme dont j'étais amoureux il y a un certain temps. Et j'ai essayé de décrire les moments où elle me plaisait le plus. Et c'était précisément les moments où elle m'échappait, où je sentais qu'elle divaguait. Elle partait. Et j'adorais la voir partir dans des rêveries qui étaient peut-être tout à fait prosaïques, du genre, peut-être que je pense à acheter du sucre, ou alors, c'était, elle venait de lire Baudelaire, et elle extrapolait Baudelaire, puis ça la faisait partir dans on ne sait pas trop quoi, espèce d'océan de pensée. C'est beau la pensée, hein, c'est la pensivité, quoi. C'est fou où ça nous amène, c'est incroyable ce truc. Bon, alors voilà, je me disais, là, à ce moment-là, j'aime cette femme pour ça, et donc là, je l'aime en anarchiste. Voilà. Et il me semble que j'ai un certain plaisir devant les œuvres. Par exemple, les œuvres que je comprends le mieux m'ennuient. Les œuvres où je comprends absolument tout ce qu'il fait, tout ce que fait l'artiste ou la cinéaste, le cinéaste, l'auteur, l'autrice. J'ai l'impression que, j'ai l'impression d'avoir de l'avance toujours sur les phrases ou sur les plans, et je comprends. J'ai l'impression que tout est tout à fait ordonné, sous contrôle. Souvent d'ailleurs sous contrôle du sens. Ouais, voilà, j'ai l'impression que tout est cadré, quoi. Et moi, ça m'ennuie terriblement, hein. Genre, moi, je n'aime pas comprendre une œuvre totalement, parce que quand je la comprends, je la dévitalise. Donc, il faut elle ait des points qui me résistent. C'est très important, c'est qu'une œuvre me résiste. En même temps, pour que la résistance opère de façon plaisante, il faut aussi que, quand même, je comprenne un certain nombre. On reviendrait au dosage dont on parlait tout à l'heure. Et si une œuvre m'est totalement opaque, clairement, là, je sors du jeu. Mais donc, elle m'attrape par des trucs. Là, c'est bon. Là,
je vois à peu près ce qu'elle fait, et donc ça permet d'établir une connexion entre elle et moi. Et puis, à un moment, elle se troue, elle se perce de plein de choses qui commencent à me laisser un peu perplexe, ou à me laisser plutôt pantois. Et alors là, ça j'adore. Ça j'adore. L'exemple que je prends toujours de ça, mais il y en a plein d'autres, en littérature notamment, c'est vraiment... Je pourrais citer pas mal de livres, hein, mais celui qui m'a toujours fait cet effet-là, c'est vraiment Une saison en enfer de Rimbaud. Ça, c'est vraiment le... Je crois que c'est le texte que j'ai le plus lu de ma vie. Bon, en même temps, il est court, hein, ça fait je sais pas, 20 pages, 30 pages. J'ai l'impression de comprendre et pas comprendre. Et de toute façon, je perçois qu'il y a quelque chose d'immense qui joue dans ces 20 pages. Immense. Et je sais pas exactement quoi. Alors ça, c'est un très très bon... c'est le meilleur rapport qu'on puisse avoir avec une œuvre. Vous sentez qu'il se passe un truc, mais vous ne savez pas exactement quoi. Ça, c'est parfait. Je pense que là s'ouvre une sorte d'espace où se déploie totalement l'émotion esthétique. Et donc, ouais, que chacun interroge ses propres affects, quoi. Est-ce qu'il y a des moments dans vos vies où vous prenez plaisir à sentir que quelque chose vous échappe? Ou est-ce que vraiment vous êtes tous des psychorigides et vous n'aimez que la maîtrise? Ça peut arriver, hein. Voilà. Donc, ouais, quand même, pour revenir un peu au libellé de la question, évidemment que je force un peu les choses à la fin comme une mule. Évidemment que ça sonne un peu comme une réconciliation un peu trop facile pour être honnête. Puisque j'en arrive à dire un truc simple qui est, ça fait 100 pages que je me demande mais comment il pourrait y avoir un art politique. Et j'en arrive à dire, il suffit que l'art soit de l'art pour qu'il soit anarchiste. Ou anarchique, anarchiste, anarchique. C'est un peu facile. C'est un peu facile, mais je le propose quand même à mon lecteur comme un stade de la réflexion que je trouve pas complètement bête quand même. Et je dis même, puisqu'à un moment, vers la fin du livre, je m'interroge sur ce que pourrait être un art féministe ou une saisie féministe d'un film ou d'un livre ou d'un tableau. Et pareil, selon le théorème de Bégodeau, qui n'intéresse que moi, et qui ne fera pas date, contrairement à Pythagore ou Thalès, je dis, en fait, sois de l'art et tu seras féministe. Voilà. Puisque, alors, comment je justifie ça? Je dis, pour moi, le féminisme n'a d'intérêt que s'il augmente le sensible, qu'il augmente la vie. C'est bien pour ça que je suis un peu fâché avec un féminisme que je sens un peu coercitif. Et non, si le féminisme, c'est pas là pour déployer la sensibilité des femmes et des hommes par la même occasion, élargir notre spectre sensible, alors il m'intéresse pas. Mais pour moi, le féminisme, c'est ça. Et comme l'art, pour moi, c'est exactement la même chose, sois de l'art et tu seras féministe. C'est-à-dire que si vraiment tu veux déployer les modalités sensibles de la vie dans une œuvre d'art, évidemment, à un moment, tu croiseras l'expérience féminine. À un moment, tu croiseras des éléments du vécu féminin et tu auras élargi ta sensibilité. Toi qui étais un peu masculo-centré, parce que tu pensais comme homme, tu sentais comme homme, tu avais ton point de vue masculin, ce qui est un peu normal, c'était un homme. Mais l'art te permet de te déplacer et d'aller peut-être ressentir quelque chose du point de vue féminin ou du vécu féminin, toutes ces choses étant des catégories un peu improbables, hein, c'est-à-dire le vécu féminin. Oui, mais ça peut être quand même quelque chose. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand Annie Ernaux raconte son avortement au début des années 60, elle le raconte longtemps après, mais ça s'est passé au début des années 60, donc avant la dépénalisation de l'avortement, comme elle le raconte très précisément, très factuellement, eh bien oui, dans le temps où je lis l'événement de Annie Ernaux, j'attrape quelque chose du ressenti féminin par rapport à cette expérience qui est quand même purement féminine. Là, pour le coup, elle est factuellement féminine, jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à innovation scientifique ou technologique nouvelle. Quand même, ouais, c'est vrai, ça, c'est concret. Il y a un moment où alors après, oui, mais tu pourras jamais te mettre à la place de... Ben non, mais je vais pas me mettre à la place d'eux, mais je me mets à la place de rien, moi. Je veux dire, quand je regarde un singe, je me mets pas à la place du singe. Mais il n'en reste pas moins que ce singe peut m'émouvoir, que quelque chose peut passer de lui à moi, et que peut-être je peux quand même un tout petit peu comprendre ce que ça peut vouloir dire d'être un singe, enfin, d'avoir un rapport au monde simiesque. Un peu quand même, je peux un peu y accéder. C'est les petites fenêtres comme ça qui permettent de... Donc oui, moi je pense que l'art a participé de ça. C'est pour tout à l'heure on parlait de Joyce qui se met à la place de Molly. Bon oui, on sent bien que Joyce, il a quand même
il a saisi quelque chose de ce que pourrait être un rapport féminin à la sexualité, par exemple. En tout cas. Et comme moi, quand je lis ça, quelque part, je suis un peu molli. Je suis un peu molli. Je suis pas complètement molli. La pauvre, qui est d'ailleurs plus de ce monde, mais je suis un peu molli. Donc, il est tout à fait incomplet de dire que l'art, quand il est de l'art, est forcément anarchiste. C'est tout à fait discutable. Je crois que c'est pas complètement saugrenu. Voilà. Mais moi, j'écris que comme ça. Hein. Moi, j'écris que hypothétiquement. Ce que je lis dans Commune Mule, c'est les hypothèses. Donc moi, je vous donne à manger les hypothèses. Faites-en ce que vous voulez. Bossez avec, bossez pas avec, mettez-en de côté. Ça, c'est là, je vais... Ah oui, ça, c'est quand même intéressant ce qu'il dit, Haute-Con. Hein. Je vais quand même reprendre ça. Pour l'instant, je ne suis pas complètement sûr de ce qu'il dit, mais c'est bien, ça va me faire travailler. C'est tout ce que moi, je prétends qu'à ça quand j'écris un essai. Hein. C'est pas un système de dogme, quoi. Et l'objectif a été atteint. C'est un livre qui nous a vraiment fait travailler intellectuellement et esthétiquement. Et merci beaucoup pour cette interview que vous nous avez donnée. Merci de m'avoir permis de parler de ces choses-là. Vous rejoignez maintenant la grande famille des lecteurs de Commune Mule, qui pensent à Commune Mule, qui pensent dans les termes de Commune Mule. Et voilà. Et donc vous êtes mis, par contre, en porte-à-faux par rapport à tout un tas de gens. Eh bien, soit.